Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 18 mars 2024. Bienvenue à l'émission. Une fois de plus, Emilio Constanza qui vous accueille en micro en compagnie de mes patriotes du triangle. Comment on dit ça? Le triangle du sport alternatif. Oh, le triangle des Bermudes. Disons-le tout de suite, on est juste le triangle des Bermudes du sport. Si tout ça ce qui t'en va rentre, pas. il n'y a plus rien qui existe après ça. Ça serait dommage parce que là, je pensais à ça, là. Tu sais, à Québec, ils ont une sacrée belle pyramide. Là. Ben, je dis Québec, ça aide fois, pardon. Ils ont une sacrée belle pyramide. Imagine si on avait quelqu'un de Québec sur l'émission, mais là, ça serait plus triple. Ouais. Ça serait la quadruple. Ouais, mais... On peut y Mio déménage à Québec. Non. Hear me out. Déménager la pyramide à Val-d'Or, moi, je suis partant. That's it. Sure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou sinon, la semaine dernière, on parlait de peut-être ouvrir un Popeyes ou quelque chose dans le genre. Ici, le Popeyes, on l'ouvre à Boisbriand, mais il est en forme de pyramide. Hey, là, ça s'en vient méta très rapidement, là. Hey, moi, ce que j'aime, c'est la semaine passée, on a passé une demi-heure à débarquer complètement quand on s'est mis à parler du Popeyes. Là, tu vois, ça fait même pas 2 minutes, puis on est encore en train de parler de la style Popeyes. J'ai faim. Je vais pas vous mentir, j'ai faim. Je mangeais un bon petit sandwich déjeuner ce matin. C'était bon dans la bouche. C'était bon dans la bouche. Non, mais c'est parce que, tu sais, on a comme une autre grosse émission aujourd'hui, puis, tu sais, fallait se préparer, fallait prendre de la bonne grosse bouffe en conséquent. Fait que juste après l'émission, je vous confirme, ça va être l'heure de la sieste d'après-midi, parce que c'est une rare fois aussi pour les gens à la maison, parce que vous allez recevoir ça en même temps que toujours. Nous autres, c'est une première, on enregistre en après-midi. Je suis très content. Non, je pense pas que c'est une première. Dans les premiers épisodes, je pense que le 2e ou le 3e, on avait fait ça en après-midi aussi. L'existence des premiers c'est n'existe rare. pas. C'est très rare. C'est tellement rare qu'on dirait toujours que c'est la première fois. Là. Je me sens tout spécial. J'ai encore ma soirée. Yes! Hey, toujours est-il, parlant du dimanche, justement, l'activité préférée de nos 3 têtes ici dimanche, c'est regarder le football. Mais en attendant, on n'en a pas en ce moment, mais on a eu un début d'ouverture du marché des agents libres très mouvementé, extrêmement mouvementé. Oui. Je pense que de mon vécu, ça doit être... Puis tu sais, Pop, tu nous le diras, toi, ton vécu, ça fait combien d'années, là? Mais je pense pas qu'on a eu une saison morte aussi. Mon premier souvenir de la NFL, c'est le Super Bowl. Je me souviens plus... le chiffre romain, là, j'ai de la misère là, à suivre. C'était lequel Super Bowl, mais c'était le Super Bowl entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Raiders d'Oakland. Oh, le John Gruden Ball. Oui, le John Gruden Ball, c'était mon premier. 2003? 2002-2003-ish. Parce que moi, ma fête... je dirais 2003. Parce que ma fête tombe le 31 janvier, fait que des fois, je vais visiter de la famille après ça, dans les jours suivants, puis des fois, 2-3 jours après, c'est le Super Bowl. Fait que, tu sais, ma fête est tout le temps dans la semaine du Super Bowl, mais mon premier souvenir de la NFL, c'était ce Super Bowl-là. Fait que oui, ton premier souvenir de la NFL date de 2 mois avant ma naissance. Hein? Juste pour les gens qui réalisent peut-être pas, là, j'étais pas né quand c'est arrivé ce Super Bowl-là. Pop s'en souvient, j'étais pas né. Je vais jamais battre les Old Man's Allegations sur ce podcast-là, mais c'est pas grave. Jamais. Comme je disais, vraiment, mais je pense, comme je dis vraiment de mon vécu, pour revenir à ça, l'une des saisons mortes les plus mouvementées de la NFL, vraiment en histoire récente. Et on a gardé quelques histoires intéressantes qu'on retient de ça pour partager avec vous autres. Commencer chacune, vraiment. Là, on a cuisiné, on a travaillé là-dessus. On vous amène ça, genre un petit 5-course meal, vraiment avec entrée, dessert, snack, amuse-gueule, premier drink, deuxième drink, tout ça pour Mais imaginez genre un 5-course meal, mais genre à la belle province. Quelque chose de même, là. Tu es en train de comparer la triple menace à la belle province? Hey, c'est dog, c'est un fleuron québécois. C'est un fleuron québécois d'être deux on va y aller de même. Excellent, Félix. Puis, Félix,
t'es le premier que je regarde parce que ben, on s'en doutait très fortement que Derrick Henry allait changer d'adresse durant la saison morte. Tu l'as dit pendant le podcast. Là. Tu parlais même plus au conditionnel. Tu parlais vraiment comme au futur. Ça va arriver. Il ne sera plus avec les Titans du Tennessee. Ah, c'est officiel. Il s'en va. En plus, il s'en va pas n'importe où. Là. Je sais que ça va pas. Il s'en va avec. Ok. Pour les gens qui connaissent peut-être. Parce que c'est une rivalité qu'on parle un peu moins, ok. Mais les Titans, les Ravens, c'est une rivalité qui est comme. On n'en parle pas beaucoup, mais ils font chier les Ravens, ok? Parce que quand tu regardes dans l'histoire récente, t'as Steve McNair qui a été un grand carrière des Titans qui a fini sa carrière là. T'as Kevin Dyson aussi et t'as Samari Rowley qui sont 3 grands joueurs quand même de l'histoire récente des Titans et ils ont tous fini leur carrière à Baltimore. T'as eu des moments aussi comme le match l'année où est-ce que les Ravens, en 2019 quand les Ravens étaient vraiment bons et que les Titans les avaient battus en série. Et t'as aussi le match où est-ce que Chris Johnson s'était fait blesser tôt dans le match. Il y a une rivalité entre ces deux équipes-là qui passe peut-être un peu sous le radar. Et là, Derrick Henry qui va rejoindre les Ravens de Baltimore. Ça me fait mal de savoir que le King va jouer dans un autre uniforme. Mais honnêtement, je suis quand même content pour lui. Ça va lui donner une chance de gagner un Super Bowl et tout. Puis les Titans sont rendus à reconstruire et tout. Mais écoute, au-delà de Derrick Henry, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cette semaine de joueurs autonomes-là. Depuis quelques mois, quelques années, on parle beaucoup du fait que la position de running back est dévaluée par les équipes. Les demi-offensifs signent plus pour énormément d'argent, on donne des très courts contrats et tout, et surtout, on constate que c'est comme un luxe, un peu la position, si je le mets entre guillemets. T'sais, on n'a pas besoin de payer le gros prix pour des gros noms. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé cette semaine. Peut-être qu'on n'aime pas les porteurs de ballon qui s'en viennent au prochain repêchage ou quoi que ce soit, mais ils ont tous signé rapidement. Vraiment rapidement. On a DeAndre Swift qui a signé à Chicago. On a Derrick Henry qui a signé avec Baltimore. Lui, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais c'est Saquon Barkley qui a signé avec les Eagles. Josh Jacobs qui a signé avec les Packers. Aaron Jones qui se fait libérer le lendemain signe avec le lendemain, avec je pense, genre 2 heures plus tard. Là, ouais, ça a pris genre 2-3 heures. Puis t'as Tony Pollard qui a quitté les Cowboys pour venir remplacer Derrick Henry. En passant de Tony Pollard, je vais parler de Tony Pollard 2 secondes, ok? Je comprends pas pourquoi on a signé Tony Pollard à Tennessee. On a déjà Tyjae Spears qui fait honnêtement, pas mal le même coffre à outils que Tony Pollard. Et là, au lieu d'avoir... Tu sais, on essaie tout le temps d'avoir comme un plus gros porteur de ballon puis un plus petit, le Thunder and Lightning qu'on appelle en anglais. Là, les Titans ont été pour 2 gars exactement dans le même moule. Tony Pollard qui était pas capable d'acheter un toucher pour sauver sa vie l'an passé. Là, on va l'amener pour être le gros porteur de ballon des deux. Je vois pas le fit au niveau style. Je suis content qu'on l'ait remplacé par quelque chose d'autre, mais tu regardes cette équipe-là, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un autre porteur de ballon quand on a déjà Tyjae Spears? Je trouve ça bizarre, mais pour les porteurs de ballon, je suis quand même content. Puis j'ai d'autres noms qui me viennent en tête. Austin Eckler qui a signé avec Washington et tout. Puis ils ont tous signé vraiment vite. Puis ça m'a vraiment surpris de voir qu'ils ont signé aussi vite et qu'il y a quand même eu des bons contrats. Tu sais, évidemment, c'est pas de l'argent de carrière et tout, mais des 12-13 millions par année, c'est beaucoup. Je veux bien croire que c'était des bons porteurs de ballon, mais ça m'a surpris quand même de voir les gros contrats. Puis le fait que c'est arrivé tôt dans la saison morte pour les porteurs de ballon. Moi, je t'entends, Félix, puis j'espère pour Derrick Henry qu'il va connaître du succès à Baltimore parce que c'est un peu 50-50. Je pense qu'on peut voir un scénario où ça peut backfire spectaculairement ou au contraire, ça peut amener beaucoup de choses. Mais juste le fait que tu dises qu'il y a peut-être une chance de gagner un Super Bowl dans une équipe qui est menée par Lamar Jackson, j'ai genre fait, mais là, qui va courir le ballon? Qui va courir le ballon, là? Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, les deux sont une menace. Et là, tu sais, avant, t'avais des gars comme Gus Edwards, J.K. Dobbins, c'est des gars qui sont corrects, mais là, t'as Derrick Henry qui va forcer. Et là, t'es obligé de tenir 2 excellents coureurs en respect. Là, ça devient une attaque au sol qui est hyper menaçante. Là, la question, c'est est-ce qu'une attaque au sol peut encore gagner en 2024? Ça, c'est dans une ligue où est-ce que faut qu'elle soit bonne en tabarouette. C'est ça. Puis il faut qu'elle soit vraiment bonne. Et avec Lamar Jackson et Derrick Henry, en tout cas, on se donne les moyens de nos ambitions. Derrick Henry, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas fini. Je l'ai vu avec les Titans l'an passé, ce gars-là n'est pas fini. Le mot en double je me sens dans son dossier. Je me sens visé en estime. Non, Derrick Henry n'est pas fini. Derrick Henry va encore être bon, selon moi, avec les Ravens. Ça me ferait de la peine qu'il gagne quand même un Super Bowl dans une autre équipe que les Titans. J'aurais quand même aimé ça qu'il gagne ici. Mais tu sais,
ça reste un des meilleurs joueurs de l'histoire des Titans, sinon le meilleur même. Et sincèrement, je sais pas quand est-ce qu'on va revoir un porteur de ballon qui va avoir la carrière qu'a connue Derrick Henry à Tennessee. Parce qu'il a commencé 3-4 ans à être obligé de se partager les tâches avec DeMarco Murray, Dion Lewis. Et quand il s'est mis à avoir confiance, quand il s'est mis à avoir des ballons, là, ça a parti sa carrière. Quasiment 10 000 verges au sol avec les Titans. Et moi, je suis encore convaincu que s'il se blesse pas en 2021, il a la meilleure saison de l'histoire pour un porteur de ballon. Je suis encore convaincu de ça. Personne ne peut me changer d'idée. Ben c'est sûr que comme l'autre saison qu'on peut utiliser pour rivaliser comme meilleure saison de tous les temps pour un running back, c'est comme dans les années 70. Ouais. Je Mais pense même à genre- je compare avec Adrian Peterson. Adrian Même avec Peterson, Adrian Peterson, depuis les années 2000, c'est Derrick Henry, Adrian Peterson, 2008. puis t'as CJ2K quand il avait fait 2000 verges aussi. Ouais, Peterson, c'est 2012, le mieux. C'était 2012. Puis celle-là des années 70, je sais pas pourquoi, c'est comme, je pense que ça fit pas, genre, je pense qu'il y a une histoire de gamme mêlée à tout ça, là, mais bon. C'est la technique Chewbacca. C'est la technique Chewbacca. Ceux qui ont la référence, qui ont écouté South Park, comprendront. Hey, Pop, je te regarde parce que Félix a mentionné justement des petits trucs intéressants, dont Saquon Barkley qui passe aux Eagles, puis Aaron Jones qui s'en va chez les Vikings. Il y a comme un petit thème ici de joueurs qui s'en vont chez des rivaux de division. Oh man, le drama, le sweet drama et le sel qui va couler de ça. Ah, c'est que ça va être le fun. Moi, je regarde juste Saquon Barkley. Hey, ça prend des couilles en sacrament. Être une vedette des Giants de New York et d'aller signer avec les Eagles de Philadelphie, ça prend des couilles en acier pour... Ouais. Puis le chemin inverse aurait été parfait. Puis j'ai regardé aussi Patrick Queen parler un peu tes Steelers. Mio qui s'en va signer Patrick Queen. Ça, pour vrai, on reviendra de ce que les Steelers ont fait durant le free agency. Mais au début, je regardais ça et je me suis dit, ce club-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, Patrick Queen arrive, c'est genre, OK, on a quelque chose, là. Et non seulement on va signer un gros nom qui arrivait des Ravens de Baltimore, mais tu rentres ça dans une défensive des Steelers avec TJ Watt et compagnie. Oh là là, on a quelque chose ici, mesdames, messieurs, là. Écoute, Patrick Queen, je veux juste dire une chose sur Patrick Queen, parce que j'aime le pari que les Steelers ont pris, OK? Et Mio, je t'en parlais... Un pari. Non, ben, c'est quand même un pari. On a quand même donné 41 millions sur 3 ans. Ça reste un gros pari. C'est du gros argent pour un linebacker comme ça, mais Patrick Queen, il y a une chose qu'il ne faut pas que les gens oublient. Avant que Roquan Smith arrive à Baltimore, c'était très difficile pour Patrick Queen. Et je sais, on n'a pas de Roquan Smith à Pittsburgh. On a des gars comme TJ Watt, des gars comme c'est ça, encore meilleur même. On a tout, mais on n'a pas le partner un peu pour être le AD Queen, qui est peut-être un peu moins bon en couverture de passe et tout, qui est un linebacker qui est moins complet qu'un Roquan Smith. Je pense qu'il va être bon et je pense qu'on va avoir le bon système pour le mettre en valeur à Pittsburgh, mais faut faire attention, hein. Il n'y a pas le Roquan Smith qui va y enlever ses responsabilités-là et tout, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais encore là, j'aime l'idée, et j'aime surtout l'idée de l'enlever aux Ravens, qui est un rival de division. Ça, c'est de l'addition par soustraction un peu qu'on fait avec les Ravens, puis c'est une belle prise pour les Steelers de cette façon-là. Ben, tu peux L'art pas de dire... la guerre par Sun Tzu. Sun Tzu serait très content de voir ça, de voir ce que les Steelers ont fait. Mais je veux juste rajouter une dernière affaire. Y a-tu juste moi qui trouve que Jimmy Garoppolo qui s'en va avec les Rams, c'est extrêmement cursed? Mais non, mais moi, je veux dire une chose sur les Rams, c'est une excellente signature, parce qu'on l'a vu l'année passée. J'en doute pas, mais je regarde ça, le dude arrive des 49ers, il est allé jouer même aussi à Las Vegas, tu sais, beaucoup d'équipes sur la côte ouest, et là, t'arrives avec les Rams, c'était genre, c'est quasiment un peu comme Baker Mayfield quand il est arrivé avec les Rams un peu. Ouais. C'est pas la même trajectoire, mais ça regarde ça, t'es genre, ça, mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais tu sais, on l'a vu l'an passé, Matthew Stafford est propice à se blesser. Et les Rams l'ont compris rapidement quand Brett Rypien a été obligé de partir une game. Je vous le dis, j'ai regardé ce match-là contre les Packers. J'ai rarement vu une pire performance d'un corps arrière que celle de Brett Rypien contre les Packers cette journée-là. Les Rams ont compris à ce moment-là que ça leur prend un deuxième corps arrière pour être bon. On a signé Carson Wentz en deuxième moitié de saison. Et là, Jimmy Garoppolo, sérieusement, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de meilleurs backups dans la ligue. Non. En fait, il y en a peut-être un à Pittsburgh. Ah, il y en a peut-être un nouveau à Pittsburgh. Écoute, avant que je me lance là-dessus, je veux juste dire que
On l'avait-tu callé? On l'avait-tu callé, Mio? Non. Est-ce qu'on l'avait callé? Est-ce qu'on l'avait callé? Juste avant, Félix. Non, réponds à la question. Non. Est-ce qu'on Juste, l'a callé? juste avant que je me lance là-dessus. Non, je suis désolé, parce que Félix, t'as osé dire qu'il n'y a pas de Roquan Smith à Pittsburgh. Ouais. Mais t'es encore meilleur que Roquan Smith. T'es encore meilleur avec TJ Watt. By the way, aurait dû être. Non, j'ai parlé de Puis TJ Watt, mais Alex c'est pas la Smith. même position. Et Oui, Cam Hayward! Mais c'est pas les mêmes positions. C'est pas pareil. Tu peux avoir la meilleure ligne défensive au monde, mais tu l'as vu l'année passée avec les TJ Watt Steelers. est un linebacker essentiellement. Ouais, TJ Watt est presque Il va être jamais là un où sport t'as besoin linebacker. qu'il soit. Il va être là où TJ t'as besoin Watt qu'il joue- soit. Non. T'as Hey, besoin ok, d'être d'abord- là non, mais- où il y a besoin d'être. TJ D'ab- Watt va être là, puis il va être la plus grande menace sur la défensive. Hey, ils se sont ramassés à leur 7e linebacker l'année passée, les Steelers. Tu sais comme moi que ça change pas grand-chose. Beaucoup de joueurs Il était blessés. vraiment mauvais à la fin, les gars. Ça prend un le monde bon était linebacker. blessé. C'est pas parce que t'as des bons edge rushers que t'as un bon linebacker. Vraiment pas. TJ Watt a ce qu'on a besoin d'être de lui. Pour revenir sur, par contre, la situation des corps arrière, oui, on l'avait tout dit. On l'avait tout dit. On voulait pas. Ben, en tout cas, moi particulièrement, je voulais pas que ça arrive. Je l'ai dit à maintes reprises dans le dernier mois. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi penser du fait que Kenny Pickett pourrait être encore le partant l'année prochaine. Je sais pas quoi penser du fait que t'aurais peut-être Kenny Pickett dans ton système, mais t'as aussi Mason Rudolph et Mitch Trubisky qui sont probablement au même niveau aussi. La semaine dernière, j'ai dit, je ne sais pas quoi penser du fait que Mason Rudolph avait l'un des meilleurs stretches de verges sans interception dans l'histoire de la Ligue. Ben, Omar Khan, lui, il doit avoir écouté la triple NAS, puis il s'est dit, Asti de bon commentaire. Maintenant, je vais cook. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, au moins, ça, je vais le dire. Je suis très sceptique. Je suis très, 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 très sceptique de l'avenue de Russell Wilson et Justin Fields à Pittsburgh. Les deux à Pittsburgh. Mais, qu'est-ce qu'on a donné pour ça, les boys? Absolument rien. Rien. Ben, C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Les salaires, c'est les Bears C'est ça. qui. C'est tout le monde qui paye le salaire. Il n'y a absolument rien qui fait en sorte que ça peut backfire spectaculairement. Ouais. Le risque est tellement bas. Et moi, immédiatement, quand j'ai vu que Justin Fields allait rejoindre Russell Wilson à Pittsburgh, moi, je me dis que Russell Wilson, oui, va rentrer en compétition avec lui, mais ça peut être un excellent mentor pour Justin Fields pour l'aider à développer un passing game, parce qu'on oublie que il y a à peine 3 ans, peut-être 3-4 ans, Russell Wilson était probablement le corps le plus complet et le plus balancé en termes de talent à courir et à lancer le ballon. C'est la meilleure combinaison que tu peux avoir. Je veux rajouter là-dessus parce que d'année en année, on le considérait vraiment comme un candidat au MVP, puis ça, ce soit jusqu'à ce qu'il s'en aille du côté de Denver, parce que là, ça, c'était un désastre de A à Z. Je veux quand même revenir un petit peu là-dessus parce que, puis ça, c'est une statistique vraiment qui est passée cette semaine sur StatMuse, qui sont tellement clutch pour sortir des statistiques intéressantes. Là. Mais demande-le pas de trouver une stat sur leur site internet, par exemple. Non, c'est vrai. Je me fais répondre avec un Crying Jordan qu'ils n'ont pas trouvé la statistique. Puis après ça, ils t'en proposent 5, mais il faut que tu sois un membre premium pour en avoir 5 autres de plus. Genre, hey, fuck that, là. Je vais aller faire mes calculs moi-même. Pro Football Reference Gang. Exact. Mais ce qui est intéressant vraiment là, pour le monde à la maison, c'est que seulement 2 corps arrière ont lancé pour plus de 100 interceptions et été sacs durant les 2 saisons. 2 corps arrière, 100 fois sac, interception. Ils sont maintenant sur cette même équipe, Justin Fields et Russell Wilson. Je vais le dire, je suis très sceptique. Mais en même temps, je me dis, s'il y a un petit, comme on dit en anglais, un silver lining, s'il y a peut-être quelque chose de positif à retenir de ça, c'est que s'il y avait bien un corps arrière vétéran en ce moment pour vraiment, je veux dire, en quote, former Justin Fields, c'est bien Russell Wilson. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis ce que je vais ajouter aussi là-dessus, Pop, tu disais, il n'y a pas de risque. Sérieusement, il y a eu des grosses signatures de carrière puis des grosses transactions pour ça. Mais dans la NFL d'aujourd'hui, aller chercher 2 carrières avec du potentiel en payant quoi? Un choix de 6e ronde conditionnel, 1,2 million, puis genre 5-6 millions pour Fields?
C'est fou. C'est la gagne de carrière que tu peux avoir avec le plus de potentiel à un prix tellement faible que les Steelers risquent rien. Je suis pas le plus grand croyant que Russell Wilson va avoir une grande saison parce que en ce moment, c'est lui qui s'aligne pour être le partant, Justin Fields le réserviste, et je crois pas nécessairement que Justin Fields a une tonne de potentiel. Je pense que son potentiel est peut-être surévalué par la communauté fantasy et tout. Eagle fait des points de fantasy, mais il n'est pas nécessairement un grand passeur et tout. Mais sérieusement, au prix que ça leur a coûté, why not? Ils ne perdent rien. Ils ont deux gars qui ont un certain potentiel et les autres options, c'était quoi? C'était Mason Rudolph, genre, et rien contre Mason Rudolph, qui est d'ailleurs mon carrière numéro 2 maintenant. J'adore cette signature-là pour les Titans, mais c'est une autre histoire. Je trouve que c'est une bonne idée pour les Steelers de prendre ce pari-là. Au pire, ça marche, et si ça marche pas, ben au moins, on aurait essayé quelque chose, mais Kenny Pickett, ça fonctionnait pas. Après 3 ans, il avait 13 passes de toucher, 13 interceptions. C'était épouvantable, il fallait qu'on essaye quelque chose. Kenny Pickett, qui est rendu avec les Eagles, d'ailleurs, si vous l'avez manqué cette semaine, on l'a échangé aux Eagles. J'ai aimé ça pour les Steelers cette semaine. Puis il faut pas oublier une affaire. Justin Fields, on peut le bâcher tant qu'on veut, mais il faut juste se rappeler, ce gars-là était avec les Bears de Chicago, qui est aussi, l'organisation par excellence pour être un cimetière de carrière et de faire rien. Tu pourrais leur donner Patrick Mahomes, ils trouveraient le moyen de le fuck up. Quelle belle! Ouais. Quel bel oxymore, Pop. Fait que j'ai un peu d'espoir pour Justin Fields maintenant qu'il est sorti de Chicago. J'ai juste ça à dire. Quel bel oxymore de dire que les Bears sont l'équipe par excellence de la non-excellence. Oui. Ouais, mais écoute, on a eu déjà les premières impressions de Russell Wilson à Pittsburgh. Il a déjà l'air bien chum avec Coach Tomlin. En même temps, comment pas être chum avec Coach Tomlin? Je veux dire, c'est impossible. Les boys, maintenant, on a parlé un petit peu de tout ça. On va parler chacun, là, on se time. J'ai un timer, là. Vraiment, là, on est à Shark Tank, on est à Lions Den. 1 minute pour vous dire l'équipe perdante de cette ouverture du marché des joueurs autonomes. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je suis prêt, puis je peux te résumer ça en à peu près 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Je te pars le chronomètre tout de suite, Pop. 1 minute. OK. Je suis un fan des Cowboys de Dallas. Je vous vois, je vous entends. Vous êtes toujours très vocaux. Vous avez. Puis encore une fois, c'est encore le cas de cette semaine. Je suis tellement triste pour vous. Vous avez du potentiel. Dak Prescott était dans la course pour l'MVP. Vous allez probablement gagner la division l'année prochaine. Et vous vous êtes fait clap par les Packers de Green Bay au dernier parcours des séries éliminatoires. Jerry Jones, comme Mio le montre, qui monte sa face et qui est dégoûté par... Et vous faites absolument ou presque rien. Get the fuck out of here. Je suis juste fâché contre vous. Je prends même pas pour vous. Eric Kendricks, c'est tout. Hey, ça me fait juste rappeler probablement le meilleur tweet de toute cette semaine du Free Agency dans la NFL. T'as juste un gars qui tweet « Si les Cowboys de Dallas signent personne d'ici la prochaine heure, je fais du crystal meth. » Puis t'as juste Ian Rapoport qui fait juste retweeter « Close call, buddy. » Merci, Pop, pour ta minute. Je pense que les patrons vont pouvoir jaser un petit peu de ça entre eux pour voir si tu as l'offre gagnante. Mais ça, les gens vont devoir attendre ce que Félix a à dire parce que Félix, je te donne 1 minute pour que tu puisses vendre ton équipe perdante de ce marché des transactions. Écoute, on dit souvent que dans la NFL, ça prend un carrière pour être bon. Ça prend un bon carrière. Et cette semaine, les Vikings du Minnesota ont fait chier Kirk Cousins au point où il a décidé de s'en aller. On n'a pas voulu donner des longs contrats de 3-4 ans. On n'arrêtait pas de donner des contrats d'1 an. Et là, à un moment donné, Cousins, cette année, il s'est en allé à Atlanta. Un beau contrat de 4 ans qui l'attendait là pour être le carrière des Falcons. Et pendant ce temps-là, les Vikings vont chercher Sam Darnold. Dans l'année 2024, ils veulent Sam Darnold comme carrière partant qui,
OK, t'es correct avec les 49ers, mais vraiment, Sam Darnold, quand t'espères gagner des matchs de football, tu penses vraiment que Sam Darnold est ta meilleure option? Je déteste pas la signature d'Aaron Jones, il est souvent blessé, mais on l'a vu pendant les séries encore du gaz. Et le genre d'échange qu'on a fait de laisser partir Daniel Hunter sur le marché de joueurs autonomes pour signer Jonathan Greenard, c'est très ordinaire. Les Vikings m'ont absolument pas vendu drive. Le meilleur move qu'on a fait, c'est de garder Harrison Smith à bas prix. Je déteste ce que les Vikings font pour le moment. Je déteste. Je vais juste mentionner juste le fait aussi que Minnesota ont fait un échange justement avec les Texans de Houston cette semaine pour monter au 22e rang du prochain repêchage, 23e rang du prochain repêchage. Et ça, mesdames et messieurs, si ce n'est pas un trade pour aller chercher J.J. McCarthy des Wolverines du Michigan, je ne sais pas c'est quoi. Ce que je vais dire, Pop, il se rendra certainement pas 23e. Les Vikings vont prendre le 23e et si je ne me trompe pas, il y a le 11e ou le 12e choix en ce moment. Ces deux choix-là vont être échangés pour monter encore plus haut et prendre J.J. McCarthy dans le top 10, qui va être un choix catastrophique. Mais écoute, pour une équipe qui pense encore que Sam Darnold peut être son carrière numéro 1 en 2024, est-ce qu'on s'attend à quelque chose de différent? Mais je trouve que ça fit, me semble, J.J. McCarthy fit absolument avec les Vikings. Je sais pas si c'est sûr, ils n'ont jamais eu de très bon carrière, fait que c'est parfait, il va fitter avec toutes les traditions qu'ils ont eu. Frank Tarkenton et Dante Culpepper would like a word, mais je comprends. Le meilleur carrière qu'ils ont jamais eu, c'est Brett Favre à 42 ans à peu près. Respect à Kirk Cousins qui a eu des bonnes saisons, puis mais qu'est-ce qu'il nomme cette une bonne saison en 2015, cette saison en 2015 meilleure 2017 qu'est-ce qu'il nomme? C'est 2017. Ouais, c'était fait sortir par les Eagles de manière complètement détruite. Après le Minneapolis Miracle, il fait ça, puis la game d'après il se fait laver par les Eagles. Ils ont vendu du rêve. Toujours est-il, j'ai une minute. Mais je vais vous proposer pourquoi est-ce que moi, ma proposition un peu plus bouillante que la vôtre, c'est l'équipe perdante pour cette saison morte de la NFL. Et je commence maintenant. Et Pop, Félix, j'en avais parlé un petit peu. Ce sont les Eagles de Philadelphie qui, pour moi, sont l'équipe perdante de cette saison morte pour l'instant de la NFL. Qu'est-ce que j'ai à dire pour commencer? On perd probablement le meilleur centre de la NFL à la retraite. Qu'est-ce qui va arriver maintenant avec le jeu au sol? Jason Kelce était comme le petit fil de conducteur de toute cette attaque au sol. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour cette attaque au sol? Probablement l'un des joueurs qui n'est pas capable de rester en santé si sa vie en dépendait pour l'attaque au sol. Maintenant, est-ce qu'on va donner les rênes libres à Saquon Barkley? J'en doute parce que j'ai peur qu'il se blesse à la semaine 2 et qu'on ne le revoie pas pour les 8 semaines à suivre. Et après ça, on aurait pu garder DeAndre Swift comme porteur de ballon partant pour moins cher et, je tiens à dire, plus jeune. Et Félix, comme tu l'as mentionné, c'est un luxe que les Eagles se sont dit qu'ils auraient pu payer et malheureusement, ça va se revirer contre eux. Mais comment... Je comprends ton point. Ton point se défend bien. C'est vrai que Saquon Barkley se blesse souvent. C'est pas le gars avec le meilleur rapport médical en carrière. Mais de là à dire qu'une équipe qui a signé Saquon Barkley est la pire du free agency, c'est un petit stretch. Je vais dire quelque chose. Signer Bryce Huff en défense, l'ancien edge rusher des Jets, tellement un joueur sous-estimé, Bryce Huff, et j'adore ça pour les Eagles. Moi, je pense que les Eagles sont gagnants plus que perdants, mais écoute, Mio, je respecte ton... Jason Kelce, il pouvait pas le prévoir. Je m'excuse, mais je peux pas considérer Jason Kelce comme une défaite pour les Eagles. Il pouvait pas prévoir ça, OK? Et ils ont un plan de contingence en place avec Cam Jurgens, qui est pas aussi bon que Jason Kelce, évidemment, non. Mais on a quand même un plan de contingence. On essaye quelque chose, puis je pense que Saquon Barkley va avoir une bien meilleure saison que tu penses. Je pense vraiment que Saquon Barkley va avoir une bonne saison. Moi, mais à voir, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis n'importe quoi. Ce serait pas la première fois. Je pense encore que Patrick Kane ferait pas plus que genre demi-point par game, puis il est à point par game. Fait que, les recettes sont conservées. Les factures sont gardées. Les recettes? Oui, les recettes. Les receipts. Les receipts sont gardés. Les factures sont conservées. On s'en parle l'année prochaine. On parle français, by the way. Je tiens quand même à le préciser. Là. On est très bon dans la langue de Molière. Les boys, on va passer au hockey. Quelle
quelques nouvelles sur le Canadien qui sortent, à commencer par, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, samedi après-midi, on apprend que Martin Saint-Louis a quitté le club des Canadiens pour une durée indéterminée. Vraiment, c'est pour des raisons familiales. Il y a quelques trucs qui ont été avancés, mais vraiment, du moment qu'il n'y a aucune confirmation, on va rien prétendre là-dessus non plus. Pour l'instant, c'est Trevor Letowski qui prend sa place comme entraîneur-chef par intérim. Letowski qui a eu quelques expériences par le passé en tant qu'entraîneur-chef, donc peut-être quelqu'un qui va essayer de bien servir la job en ce moment. Qu'importe, les Canadiens ne feront pas les séries éliminatoires, là. Mais, je peux dire, par contre, nouvelle qui s'en vient, par contre, au niveau de la défensive, mesdames et messieurs, et c'est David Reinbacher. David Reinbacher qui, on le sait, a été repêché l'été dernier. Les gens à Montréal ne savaient peut-être pas trop c'était qui. On ne savait plus trop quoi en penser. Même Carey Price a oublié son nom. C'était à ce point-là. mais on a quand même appris à bien l'aimer, surtout avec ce noyau des Canadiens, surtout en défensive. On aime ce qu'on voit avec les jeunes joueurs, puis peut-être ça va donner quelque chose de très prometteur dans les années à suivre. Puis Félix, j'aimerais que tu parles un petit peu de ça parce que Reinbacher devrait se ramener en Amérique du Nord, là. Oui, David Reinbacher, dans le fond, cette semaine, le Québec au complet, à peu près, était occupé à regarder ce qui se passait dans la 2e division suisse au hockey. Parce que, dans le fond, résumé rapide de la situation, David Reinbacher jouait dans une équipe en première division suisse qui était épouvantable, a fini avant-dernier du classement de sa ligue et doit donc jouer une série de relégations. Le problème, c'est que pour qu'ils descendent en division 2, pour qu'une équipe monte en division 1 et les remplace, il y avait juste quelques équipes qui avaient appliqué pour ça parce que ça prend des moyens financiers, ça prend un aréna, il y a des spécifications à avoir et il y avait l'équipe de Olten, je le prononce peut-être mal, mais c'est Olten, là, qui est une ville qui, elle, avait appliqué et qui était en demi-finale de la 2e division en Suisse et se dirigeait et devait absolument gagner pour se rendre en finale. Et on était au 7e match, c'était vendredi, si je ne me trompe pas. Oui, c'était vendredi. Mm-hmm. Le 7e match de ça, et Olten a perdu. Donc, ça veut dire que Reinbacher n'a plus besoin de jouer. Sa saison est bel et bien terminée en Suisse et peut maintenant s'amener en Amérique du Nord. On s'attend à ce que ça se fasse en début de semaine, lundi, peut-être mardi. Ce qu'il faut s'attendre avec lui, c'est qu'il va très probablement aller à Laval. Je ne m'attends pas à le voir à Montréal d'ici la fin de la saison et je pense que c'est le consensus général ne devrait pas venir à Montréal. Par contre, si vous attendez à voir David Reinbacher jouer dès cette semaine ou dès la semaine prochaine à Laval, prenez pas ça pour du cash. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas joué. On veut probablement l'amener tranquillement et on sait que le Rocket est bon pour prendre son temps avec les jeunes qui arrivent. On l'avait vu avec Joshua Roy qui était arrivé en provenance de la JMQ il y a 2 ans de ça à la fin de sa saison. Riley Kidney aussi qui avait fait un peu la même chose. On aime ça prendre le temps, on aime ça intégrer les gars tranquillement. Fait que je pense qu'on va donner au moins 2 semaines à Reinbacher pour s'installer et surtout que le Rocket est dans une course aux séries. C'est pas le moment où est-ce qu'on peut se permettre de prendre des chances. Je pense qu'on va lui donner beaucoup d'entraînement, on va le laisser s'habituer parce qu'il passe quand même des grandes glaces européennes aux petites glaces nord-américaines. C'est une période d'adaptation pour lui et tout. Je pense qu'on va le laisser prendre son temps. On va le voir à Laval éventuellement, mais je serais pas surpris qu'on ait à attendre peut-être début du mois d'avril avant de le voir dans l'uniforme du Rocket. J'aime tellement ça qu'on prenne le temps, justement, avec les joueurs qui proviennent de d'autres ligues ou de s'adapter aux professionnels nord-américains, du moins. Puis, regarde comment on a pris notre temps avec Joshua Roy. Tu sais, juste de pouvoir l'intégrer une première fois dans l'équipe, puis là, après ça, qu'il fasse un petit peu sa place. Puis, regarde, il est où en ce moment? Ouais. En ce moment, avec le grand club, on dit c'est un joueur peut-être de plus petite taille, mais dont le talent est incroyable. Ouais. Il me fait penser, c'est peut-être un peu. C'est peut-être un peu faramineux, un petit peu peut-être désastreux ce que je vais dire. Peut-être que scandaleux. Je me fais peut-être emporter un petit peu trop, mais il me donne un peu des airs d'un Connor Garland. Oh, ouais. Je parle pas peut-être nécessairement du jeu en tant que tel, mais de la des joueurs de petite taille. Du développement, ouais. Connor Garland qui brûlait la LHJMQ, puis un choix de comme 7e tour au repêchage. Mon frère en Christ, je te confirme. Connor Garland, quand j'ai commencé à suivre le junior majeur il y a à peu près une dizaine d'années, moi j'étais au cégep, fait que moi j'allais tout le temps au Saguenay-Chicoutimi. Et je me souviens qu'à ma première année, c'était en 2015, Chicoutimi affrontait Moncton au premier tour des séries. Connor Garland, à 18 ans,
tu pouvais fuck all, il enlever la rondelle. Tu pouvais faire triple coverage autour et te passer autour. J'ai jamais vu un gars autant dominer dans le junior majeur. De mon vécu, de mon vivant. Tu sais, où il y a eu des Nicolas et même encore là, skills pour skills, tu sais, c'était... Parce qu'Alexis Lafrenière, c'était beaucoup de vision de jeu puis de capacité de passeur. Mais je me souviens qu'en série, Chicoutimi avait un gars spécifiquement, genre, à chaque fois qu'il est sur la glace, tu lui colles au cul, tu laisses pas 2 pouces. Tu sais, c'était juste pour montrer à quel point ce gars-là était juste absolument dégueulasse dans le junior majeur. Mais c'est pas le même type de joueur, mais je vois un peu où tu t'en vas avec Joshua Roy, par exemple. Ouais, parce que Roy est quand même un peu plus grand que Garland aussi. Il a un peu plus de gabarit. Tu sais, Garland est minuscule. Là. Il est un petit peu moins baveux que Connor Garland. Oui. Garland, non, mais ça vient avec la job, genre d'être un joueur de petite taille, peu importe le sport. Oui. Oh non, je me souviens, Connor Garland, même dans le junior, même pour ce genre de joueur-là, il était... Tu sais, il y avait une arrogance, mais tu sais, ça le rendait détestable un peu, mais en même temps, tu l'aimais. En tout cas, bref, c'est spécial. C'est un joueur spécial quand il joue à Moncton. On les aime. Toujours est-il, donc David Renbacker en Amérique du Nord, on se frotte un petit peu les mains, ça devrait être excitant dans ce sens-là. Hey, les boys, tu sais, Pop et moi, on a débattu là-dessus la semaine dernière, à quel point, genre, la marde est pognée à Pittsburgh. Ben, c'est tellement pogné que cette semaine... On annonce que les Bubbleheads de Jaromir Jagr, qui étaient prévus pour être donnés aux partisans, ils sont perdus. Ils ont été volés, ils sont volatilisés. Hey, ça, c'est du TDA sur un méchant temps, genre. OK, c'est pas la faute des Pingouins, ça a été volé, etc., etc. Mais tu sais, le TDA pour genre... oublier ou j'en perds 18 000 Bubbleheads. My God! Tu sais, oui, un Bubblehead, c'est gros comme ma main, tu sais, mais comme 18 000, tu devrais le savoir, tu devrais le voir si tu vois comme une coupe de boîtes pour des Bubbleheads. Tu sais, peut-être juste des boîtes brunes, tu sais, que tu retrouves dans un Home Depot ou quoi que ce soit, mais avec 18 000. Écoute, moi, je mets mon chapeau d'aluminium sur la tête. Puis je continue de croire au fond de moi que c'est un stunt publicitaire. Oh! C'est très conspirationniste. OK. Je ne crois pas que c'est ça pour vrai, mais je ne serais vraiment pas surpris que ce soit un stunt publicitaire. Ça se peut. Honnêtement, ça se peut. Mais tu sais, ils ont joué beaucoup là-dessus. C'est Jagr qui fait une vidéo comme quoi il va chercher ses bobelettes puis tout, puis qui cherche sur Twitter. Mais je sais pas, j'ai de la misère à vraiment croire qu'ils ont. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, tu regardes la saison des Pingouins, la marque des poignées depuis le début. Je trouve que ça, c'est vraiment l'incident qui résume le mieux la saison des Pingouins. C'est la cerise sur le Sunday. C'est le bordel depuis le début. Puis tu sais, un stunt publicitaire, à quel point il y avait besoin d'une publicité de même en ce moment, les Pingouins? C'est ça que je sais pas, mais sacrément, man, check tes bobelettes. Hey, moi, je fais juste dire que la Ligue nationale est une ligue où ce que Marc-André Fleury existe. Marc-André Fleury... Wow! Marc-André Fleury, là... Marc-André Fleury serait le genre à faire un prank de ça. Marc-André Fleury, c'est le plus gros prankster de la Ligue nationale. Je dis, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais moi, je serais pas surpris qu'on me dise demain matin, on a retrouvé les Bubbleheads chez Marc-André Fleury. Ça serait... Quoi? Il y a 18 000 Bubbleheads chez eux. J'ai quelque part au Minnesota. Oui. Pourquoi pas? Oh, j'aime ça. C'est ma théorie préférée. C'est ma nouvelle théorie préférée sur les Bubbleheads de Jagr. C'est clairement Marc-André Fleury le coupable. C'est lui qui a tout volé, qui a tout orchestré. Oui, il les a genre mis cachés dans... Il a genre foulé le char d'un coéquipier ou d'un ancien rival avec les Bubbleheads. Ça c'est comme... Tu sais, de la marde qui est pognée, mais comme c'est drôle. Là où c'est un petit peu moins drôle, par contre, comme marde qui est pognée, c'est à Détroit. Ah, Chris, oui. Détroit, non, mais comme je vais dire de Pittsburgh, je vais faire un... Non, on s'en va de l'autre côté, on s'en va chez les Red Wings. Mais, le spécial 2008-2009 finale à la Coupe Stanley. Ben oui, ben, ça n'a pas rapport avec Marianne ça cette fois-ci. Il fait zéro partie de la conversation, mais... Il n'y a pas plus gagné de coupe non plus dans cette histoire-là. Man, ça c'est... Ça devrait être dans un... Ça devrait être autant de la renommée, c'est cette mention-là. Mais les Red Wings qui... Tu sais, il y a quelques semaines...
quand Félix et moi, on a dû s'excuser pour les allégations qu'on a faites à l'endroit de Patrick Kane, que ça allait pas donner à grand-chose. Tu sais, c'est parce que ça allait bien, c'est parce que les Red Wings, ils gagnaient. Puis là, ben, dans les 2 dernières semaines, les Red Wings, ils en ont perdu pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 6. 6 d'affilée. Puis, en plus de ça, tu rajoutes ça, Ben Sherratt, absolument un professionnel quand il était chez les Canadiens, vraiment un bon symbole à la défensive. Chris, il se bat avec Lucas Raymond. À l'entraînement, il pull un Draymond Green. Il s'est battu avec son jeune coéquipier prometteur à l'entraînement. Fait que là, tu vas apprendre que dans 2 semaines, Lucas Raymond n'est plus capable de jouer. Puis, en fin de saison, il va être expédié il pourrait être expédié à Washington lui aussi, comme Jordan Poole. Ils sont tous aussi mid. Ben Sherratt, you are a Kunlun Red Star l'année prochaine. Tu t'en vas en Chine, buddy. Mais écoute, à Détroit, t'as 7 défaites de suite. T'es en course pour les séries éliminatoires, puis tu perds contre les Islanders. Tu perds une game contre les Sabres. Heureusement, samedi soir, ils se sont repris avec une victoire de 4-1. Dieu merci, parce que là, ça... Et tu perds 2 games contre Arizona dans une course... Je veux bien croire que Dylan Larkin n'est pas là. Mais... tu peux pas te permettre ça. Et là, Steve Yzerman, son cul est sur le siège chauffant en ce moment. Si les Red Wings ne font pas les séries, Steve Yzerman, qui déjà au début de l'année, on se demandait où c'est qu'il s'en va avec ses moves, ça semblait donner de quoi. Mais là, je crois que les pioches et les torches vont sortir à Détroit bientôt parce que, comme on dit si bien, can have shit in Detroit. Si Steve Yzerman se fait congédier à Détroit, la marque de poignée dans l'NH. Sérieusement, s'il y a un gars que je pense qui a une sécurité d'emploi, peu importe ce qu'il fait, c'est bien Steve Yzerman. Je le vois pas être congédié. Tu peux pas congédier. Tu sais, même les Patriots ont pas osé congédier Bill Belichick. Tu peux pas congédier Steve Yzerman. Je sais pas, genre, oui, la marque de poignée à Détroit, je suis d'accord. Puis, d'ailleurs, parlant de Détroit, je fais une parenthèse là-dessus, là. Pourquoi Moritz Seider joue autant de grosses minutes dans lesquelles il se fait complètement dépasser? Puis t'as tous les autres défenseurs. Je veux bien croire qu'on a des défenseurs ordinaires, mais on a quand même des défenseurs corrects. Sherratt, Jeff Petrie, Justin Hall, tu sais. C'est pas des gars qui sont incroyables, mais c'est des gars corrects. Puis pourtant, on envoie Seider se faire détruire, on le sacrifie pour que nos autres défenseurs soient bons. Ça marche pas ce qui se passe à Détroit en ce moment. Puis je sais pas, c'est quoi le problème? Il manque d'attaque, la défense est pas bonne, ça marche pas. Souvent, ça marche pas. Mais je vais dire une affaire, par exemple, sur les Red Wings de Détroit, parce qu'on regardait cette saison-là. Oui, ça représentait une des bonnes surprises dans l'Est, mettons, avec les Flyers de Philadelphie. Mais quand on regarde un peu, on regardait les chiffres, on regardait les Red Wings de Détroit dans la capacité de créer des chances de marquer. On était dans le dernier tiers du classement de la LNH. On ne crée pas beaucoup de chances, mais quand on en avait une, on capitalisait là-dessus. Moi, je pense qu'on est en train d'assister un peu comme... Les Canucks de Vancouver avaient un peu ce genre d'allégation aussi que on avait une capacité de convertir nos chances à un rythme un peu trop bon, peut-être, pour que ce soit juste du talent, peut-être un peu de chance là-dessus. Mais là, je pense qu'on est en train de voir les Red Wings un peu, sans dire se faire attraper, mais qu'on voit un peu la limite de ce qu'ils peuvent accomplir. Et peut-être que ça va leur coûter une présence à série éliminatoire. Écoute, au moment d'enregistrer le podcast, t'as les Capitals de Washington puis les Islanders de New York qui sont juste 1 point derrière, puis Washington en match en main. Washington en série, j'y crois pas. Pour moi, c'est Detroit ou Islanders. Pour moi, c'est une de ces 2 équipes-là. Je vois pas comment une autre équipe peut y aller. Écoute, moi, si Washington va en série, écoute, ça serait... On parlait de Pittsburgh, là, ça serait le plus gros victory lap que pourrait subir Pittsburgh de voir Washington, qui est tout aussi vieux, tout aussi washed, d'être capable de se rendre à la série, et pas Pittsburgh, avec Crosby qui connaît probablement sa meilleure saison en carrière. Puis tu sais, Washington a clairé Anthony Manta, puis Kuznetsov, je pense qu'on voulait s'en débarrasser aussi, mais on a échangé Manta, puis on a échangé Edmundson, tu sais. On a fait le ménage, on était vraiment une équipe qui était du côté des vendeurs, et là, on se ramène un peu dans la course aux séries. C'est weird, il y a quelque chose de bizarre. On dirait que les Red Wings l'ont échappé, les Islanders en ont profité, puis là, les Islanders sont en train de l'échapper, fait que les Capitals s'en viennent, qui va l'échapper? Au final, les Penguins vont venir par faire les séries, puis on va tout avoir la répète, là. Mais. T'imagines.
L'Est est comme un peu un petit bordel pour cette dernière place. Les 7 premières équipes, il n'y a aucun doute. Ça va être cette équipe-là, mais il y a un petit bordel qui est en train de se faire là, pour la dernière place. Puis j'aime ça. Ça ajoute un. Et déjà que les courses aux séries sont rares à trouver, c'est le fun qu'il y en a au moins une. Tu sais, t'as Buffalo qui est à 5 points de faire les séries, là. Puis ils sont bons. Depuis que Bowen Byram est arrivé, ils sont vraiment bons aussi. Là. Ouais. Pendant que du côté de la Ligue nationale, on jase quotidiennement de qui va avoir cette fameuse dernière place en séries éliminatoires, du côté du baseball, on commence à devenir du sérieux. Là. Tu commences à avoir des réguliers qui se présentent. Cette semaine, juste vite, une petite mention. Yoshinobu Yamamoto. Boys. Oh, ça fait cook! Oh mon Dieu, ça fait cook, mesdames, messieurs! Oh! J'ai comme un autre c'est des matchs préparatoires. Il vient juste d'arriver en Amérique du Nord. On va pas s'emporter tout de suite. On va baisser la pression artérielle. Mais... Écoute, Pop, en tant que fan des Yankees, une équipe qui était finaliste pour Yamamoto, ça me rend très heureux de voir que ça commence mal pour lui. Et je dirais pas boss encore tout de suite, mais ça me prendra pas non, beaucoup. Non, je veux pas accepter ça tout de suite. Là. Fais attention à ce que tu dis lorsque tu mentionnes Yankees et lanceurs. Parce que on apprend cette semaine que Garrett Cole... Non. Félix vient de faire la passe. Mio voit le but. Grand ouvert, one-timer, merci. Ça, Félix, c'est ta faute. Tu viens de faire une passe dans le slot. Parce qu'on annonce du côté des Yankees cette semaine. Garrett Cole devrait manquer 1 à 2 mois. Et je dis bien devrait, parce que les Yankees, c'est vraiment un contrôle-C, contrôle-V des Canadiens de Montréal au baseball, dans le sens que il y a une blessure. Oui. Pour combien de temps? Oui. Ben oui. Mais hey, on apprend quand même, selon l'organisation, ça serait pas un Tommy John. Ça devrait pas l'être. Moi, j'ai un petit peu de misère à croire ça. Fait que, Félix, aujourd'hui, mets ta casquette des Yankees. T'es repêché par l'organisation en 25e ronde du repêchage, mais tu vas pas plus juste... le repêchage finit après faire ronde à cette heure. C'est ça. Mets ta casquette. Deviens l'agent des relations publiques des Yankees. Il se passe quoi avec Garrett Cole, là? Écoute, Garrett Cole, ça a été le gros sujet de la semaine avec les Yankees. Puis il y a eu Aaron Judge ici, c'est une autre belle histoire. Ouais, il a fait une IRM, il n'y a pas de problème, il va revenir plus tard cette semaine. Il n'est jamais revenu encore, on sait pas où. Mais bref, surprenamment. On va revenir à Garrett Cole un peu. Garrett Cole qui, je l'avais dit, quand on parlait des Yankees il y a 2-3 semaines de ça, les Yankees ont besoin de Garrett Cole. C'est le seul lanceur de cette rotation-là pour lequel il n'y a pas de point d'interrogation. C'est le seul gars qui tu peux donner la balle et être confiant. Là, début de la semaine, Garrett Cole, la fatigue un peu au niveau du coude, de l'impression qu'il vient de lancer comme 110 pitches quand il vient d'en lancer 50. Puis, tu sais, de la fatigue, fait qu'on fait beaucoup de tests, des précautions, puis tout. Première opinion, deuxième opinion, troisième opinion. Ça s'étale sur 2-3 jours. À un moment donné, on commence à se dire « Oh boy, ça c'est grave si on est rendu à checker une troisième opinion et tout. » Là, déjà, des rumeurs comme quoi on est en train de reparler aux White Sox pour Dylan Cease. Des rumeurs comme quoi peut-être qu'on va regarder du côté de Blake Snell, du côté de Jordan Montgomery qui sont encore joueurs autonomes. Et finalement, la délivrance arrive quand on apprend que finalement, le UCL, qui est le ligament dans le coude, là, c'est quand ce ligament-là est déchiré, c'est là qu'on fait le Tommy John. Ce ligament-là est intact. Garrett Cole a réussi à s'en sortir au niveau de ça. C'est le nerf qui est à côté qui serait un peu irrité dans le fond. C'est pour ça qu'il ressent de la fatigue et tout, de l'inflammation. Donc, la bonne nouvelle, les Yankees pensent, et Cole aussi, selon les spécialistes qu'il a consultés, pensent que d'ici 1 à 2 mois, il devrait être capable de recommencer à être dans la rotation. Il lancera pas pour les 4 prochaines semaines et il va être suivi, il va faire de la réhabilitation pendant ce temps-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, sa saison n'est pas en danger pour le moment, tu disais. Parce que ça peut arriver à tout moment. Et pour avoir vu Masahiro Tanaka lancer des années avec les Yankees, avec un UCL qui était pas trop clair de UCL-là. À chaque fois qu'il lance, tu sais que le coude peut exploser à n'importe quel moment. La bonne nouvelle pour Cole, c'est que le UCL ne semble pas touché. Tant que le UCL n'est pas touché, on est correct. Mais là, Félix, je check un petit peu la rotation en ce moment, tu sais. Ouais. Nestor Cortés, Carlos Rodon, Marcus Stroman. Là tu enlèves ta casquette de PR, puis là, tu vas être honnête avec nous. T'en penses quoi? J'avais dit, on parlait des Yankees, justement, j'avais dit, derrière Garrett Cole, les Yankees ont comme 3 partants numéro 3.
puis t'espères qu'il y en a un qui va être capable d'être un numéro 2, puis un qui va être un numéro 4. Ben là, il faut que t'espères que dans ces trois-là, il y en a un qui va être un numéro 1. Fait que là, bonne chance. Je sais pas qui... Déjà, là, ce que ça va prendre aux Yankees, absolument, ça va prendre un Carlos Rodon qui revient à pré-2023. Carlos Rodon ne peut plus être mauvais. C'est plus... Les Yankees ont c'est essentiel que Carlos Rodon soit bon. Il faut que Nestor Cortez recommence à être le lanceur qui était avant 2023 aussi. Et il faut que le Marcus Stroman du début de 2023 revienne. Ça prend ces trois choses-là, parce que sinon, c'est très, très fragile comme rotation. Parce que là, on parle d'un mois ou deux pour Garrett Cole. Qui sait à quoi va ressembler Garrett Cole quand il va revenir? Il va commencer la saison 2 mois plus tard que tout le monde. Ça se peut qu'il y ait une petite période d'adaptation. Il ne sera peut-être pas le numéro 1 à qui tu donnes la balle, tu sais que tu vas gagner. Probablement qu'on va le monter tranquillement. Fait que là, ça met beaucoup de pression sur ces trois gars-là. Et ça va mettre une tonne de pression sur l'enclos de releveur aussi. Tous les lanceurs des Yankees, là, tout devient vraiment fragile. Puis on n'est pas à grand-chose que le château de cartes s'écroule. C'est vraiment un château de cartes en ce moment. Tout le monde tient sur pas grand-chose, puis un coup de vent tout tombe. Je pense... ça va mal du côté des lanceurs. Puis on a même des transactions qui se donnent là-dessus aussi. Puis un qui est arrivé aussi cette semaine, puis je suis vraiment curieux là-dessus. Je veux vraiment avoir votre opinion là-dessus. C'est Dylan Cease qui passe des White Sox chez les Padres. Je suis curieux parce que Dylan Cease a passé toute sa carrière à Chicago. À 2 reprises, le lanceur qui a eu le plus de départs dans les ligues majeures. Et en plus de ça, il était pas loin de gagner un Cy Young, terminé 2e. Et puis là, il s'en va chez les Padres, où ben, on a Joe Musgrove, on a Yu Darvish, Michael King. Où est-ce que Dylan Cease va fitter là-dedans? Où sa place? Où sa chaise, comme on dit à Montréal au hockey? Et où sa place? La première chose que je vais dire, c'est que j'admire les White Sox de Chicago pour avoir fait cet échange-là avec les Padres de San Diego. En tenant compte de la dernière fois que les White Sox de Chicago ont fait un échange avec les Padres de San Diego, les vrais savent. On se rappelle de James Shields qui s'en va aux White Sox. On a un gars à l'arrêt-court, hispanique un peu qu'on connaît pas. C'est juste Fernando Tatis Jr. Juste ça. Juste ça. Juste ça! Fait que j'admire juste Chicago d'espérer que ça marche cette fois-ci. On se réessaye. D'un coup que ça marche. Mais... Non, mais ils se sont dit, mettons que cette fois-là, c'est nous qui donne le vieux lanceur, peut-être que là, ça va fonctionner. Big brain move. Big brain move. Écoute, je vais y aller sur Dylan Cease un peu. Pour moi, la rotation des Padres devient vraiment intéressante avec ça. Je suis pas un aussi gros fan de Dylan Cease que plusieurs personnes. Je comprends qu'il y a eu des bonnes saisons et tout, mais 2023, ça a été difficile pour lui. Et on a sa balle glissante, qui est son meilleur lancé. Ça en a pris pour son remis. Il y a une diminution de l'efficacité de ce lancer-là. Est-ce qu'il va la retrouver avec San Diego? C'est vraiment pas impossible. Peut-être qu'il avait juste besoin d'un changement d'air. T'sais. On sait que les White Sox, c'est pas exactement l'organisation qui est la plus fonctionnelle de toutes les majeures. Peut-être qu'un changement d'air va lui faire du bien. Devrait être prêt pour le début de la saison. Les Padres commencent la saison en Corée. Fait ne devrait pas lancer ces 2 matchs-là en Corée, mais va être avec l'équipe. Pour moi, Dylan Cease, c'est le 3e partant de cette rotation-là. Yu Darvish reste le premier, Joe Musgrove le 2e, et Dylan Cease est 3e avec Michael King 4e. Et je m'excuse, mais ce 1, 2, 3, 4-là, c'est très solide. 3 de ces 4-là sont numéro 1 avec les Yankees en ce moment sans Garrett Cole. Puis Michael King est peut-être numéro 1 aussi, mais c'est peut-être plus borderline parce que c'est pas un partant moins traditionnel. Pour moi, Dylan Cease, c'est le 3e meilleur lanceur de cette rotation-là. Et il a le potentiel d'être le meilleur. Encore une fois, il a eu des très bonnes saisons, puis le talent est là. Je suis un petit peu moins un fan que la moyenne sur Dylan Cease. Tu vois, je pense que j'aurais mis Joe Musgrove 1, Dylan Cease 2, puis Yu Darvish 3. Wow! Parce que Darvish n'est pas le plus jeune non plus, commence à prendre de l'âge aussi. Mais c'est le fun de voir San Diego. Entre les trois, si t'as besoin de gagner une game entre les trois, t'en vas pas Darvish? J'envoie Joe Musgrove. Ok, moi j'envoie Darvish, mais je respecte ça. Mais le point se défend également. Mais c'est ça, je pense que les trois, t'es pas mal pris. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais est-ce que les Padres ont maintenant la meilleure rotation du baseball majeur? Et là, je regarde les fans des Yankees qui, l'année passée, on disait la même affaire et pourtant... On voit comment ça a terminé. Moi, je suis un petit peu curieux là-dessus parce que là, dans l'Ouest, on a les Diamondbacks et les Dodgers qui risquent d'être fort probablement 1 et 2 dans cette division-là. Puis on a les Giants qui ont fait beaucoup de bruit cette saison morte.
est-ce qu'on s'attend peut-être à une réédition des Giants de Out of Nowhere, grosse saison, vont dominer l'Ouest? Ou est-ce qu'on retrouve les Padres maintenant dans tout cet échiquier-là pour 2024? En tout respect pour les Padres, cette transaction-là ne change pas grand-chose pour moi. Pour moi, les Dodgers vont être numéro 1 de cette division-là assez facilement. Pour moi, les Diamondbacks sont numéro 2. Et les Giants vont être numéro 3. Tu vois même justement les Giants reprendre cette troisième place. J'adore ce que les Giants ont fait pendant la saison morte. T'es confiant à ce point-là de ce que les Giants ont fait? J'aime vraiment beaucoup ce qu'on a fait. Juste Young Holy puis aller chercher Matt Chapman, c'est 2 grosses prises pour cet alignement-là qui en avait besoin. Et les Padres, il y a des éléments. Manny Machado, Alexander Bogaerts, c'est bon, la rotation est bonne, puis il y a quelques bons morceaux dans l'enclos. Mais l'année passée, c'était ordinaire. Puis là, t'enlèves Juan Soto, puis t'enlèves Blake Snell, t'enlèves Josh Hader, tu sais, c'est 3 énormes morceaux qui quittent, là. Puis, je veux dire, c'est vrai que les Padres, l'année passée, n'ont pas été chanceux. C'est vrai, il y a beaucoup de matchs de 1 point que si tu changes de bord, les Padres sont une équipe exceptionnelle. Mais je pense qu'on a beau avoir Fernando Tatis, on a beau avoir Manny Machado, et on a beau avoir Alexander Bogaerts, je pense qu'il va manquer un petit quelque chose aux Padres en 2020. Pop, je te regarde là-dessus, là. Je te repose cette question-là maintenant parce que là, on parle justement d'une des meilleures rotations de lanceurs dans les ligues majeures, possiblement. Tu les vois pas vraiment faire. Est-ce que tu les vois faire mieux que 82 victoires, ce qu'ils ont accumulé l'année passée? Est-ce qu'on les voit à 90? Oh non, pas 90. Non. Ça commence à être un stretch. 82. Pour rejoindre un peu le point, Félix, ils n'ont pas été chanceux. On regarde ce qu'ils appelle le Pythagorean Wins. Là, la fiche estimée selon le différentiel de points, je suis pas mal sûr que les Padres ont une pire fiche de ce qu'ils auraient dû avoir. Beaucoup, oui. Mais la division ouest de la nationale, c'est tellement renforcée. Juste les Dodgers qui viennent dépenser $1 milliard pour 2 Japonais out of fucking nowhere. T'as Arizona qui vont vouloir stepper up après avoir été probablement l'une des équipes. Probablement aussi l'une des équipes les plus prometteuses des lignes majeures aussi, là. Puis ils se sont améliorés, Eduardo Rodriguez ou Edno Suarez. Tu sais, c'est un champ de bataille, cette division-là. Là. T'as des équipes qui finalisent la Série mondiale, qui ajoutent, sont même pas favoris de la division. Ça donne une idée, là. Il y a des équipes là-dedans, là. On fait juste saluer les Rockies du Colorado qui, année après année, sont juste loin, puis ils voient juste des balles volées à 500 pieds. Au moins, il y a un beau stade. Excellent stade. Les Rockies sont tellement un arrière-pensée à ça. On va passer du côté des Blue Jays du Canada et de Montréal parce que on apprend quand même que Vladimir Guerrero annonce qu'il aimerait ça. Il aimerait ça pouvoir rejouer des matchs à Montréal. Oui, on veut du baseball à Montréal, mais pour que même là, les joueurs, ça leur tente de venir jouer du baseball à Montréal. C'est encourageant, mais j'ai tellement peur qu'on se fasse encore pogner une fois de plus dans ce débat-là de ça. Puis, en plus, c'est Roger Brulotte qui nous annonce ça aussi. Roger Brulotte, c'est comme notre trésor national en plus. Là. Oui. Mais ce que je veux dire là-dessus, Vladdy, je le crois plus que certains joueurs là-dessus parce que, c'est le fils de Vlad qui joue à Montréal. Puis il est né à Montréal. C'est ça. Il est né à Montréal, puis on le levait à Montréal quand il y avait les matchs préparatoires. Il était encore jeune, il n'avait même pas joué dans les majeurs encore. J'ai 2018 ou 2019, je me souviens même plus. Son circuit contre Jake Flaherty? Oui. 2017. Je suis pas mal sûr, c'est 2017. 2017? OK. 2017, parce que moi, je me souviens, je pense que j'étais à Longueuil en plus cette journée-là. Un vrai globe-trotteur. Oui. Moi, je me souviens, j'étais là la première game des 2, la deuxième, j'avais pas été, c'est la deuxième qui avait été. Je vais aller voir. Mais bref, tout ça pour dire, Vlad, je sens que je le vois qu'il y a un lien particulier avec Montréal, plus que d'autres joueurs, puis tout. Puis, je doute pas une seconde que des gars comme Édouard Julien, des gars comme Abraham Taureau et tous ces Québécois-là aimeraient ça aussi, jouer à Montréal, puis je les comprends, c'est sûr, c'est le fun. Est-ce qu'on se fait vendre du rêve un peu? Peut-être. Mais je pense vraiment que Vlad a aimé ça. Puis... Ça fait depuis 2004 qu'on se fait vendre du rêve. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Vlad, je le sens quand même. Puis écoute, je suis le premier à envoyer chier les Blue Jays. Je pense que vous savez que j'hésite pas à niaiser les Blue Jays puis à les traiter d'épais quand ils font des affaires comme ça. Mais Vlad, là-dessus, je le sens vraiment sincère. Puis je trouve ça beau quand même de voir qu'il croit encore à Montréal. Puis qu'il aimerait ça au moins y revenir. Tu sais, juste que ce soit des matchs préparatoires ou whatever, tu sais.
il aimerait ça revenir, puis je le crois qu'il est sincère pour ça. Pour vrai. 2018, t'avais raison, Félix, c'est vraiment 2018. Ok. Bon, Ok. fact-check Félix. Pour terminer un petit peu sur le baseball, juste à mentionner que les Brewers de Milwaukee seront sans leur closer Devin Williams pour les 3 prochains mois qui suivent. Donc, on va voir ce que ça fait mal. va donner Ça du fait côté très de mal. Milwaukee parce que ça peut faire très, 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 très mal. Ouais. Toujours est-il. Au côté de la NBA, ça a été une semaine un petit peu plus tranquille, mais Félix, je te regarde parce que ce premier sujet-là, j'ai tellement hâte de t'entendre parler parce qu'on parle sur le joueur que je déteste le plus dans la NBA, puis je le dis encore pour plusieurs raisons, puis on a vu la semaine passée pourquoi, pendant que j'ai eu un rire hystérique. Puis Félix mentionne que Rudy Gobert va venir toucher mon micro. Ah, je m'attendais pas à celle-là quand même. En plus, shout-out à Charlotte. Elle comprenait pas pourquoi je riais autant. J'ai montré le clip. Puis elle a dit comme, bro, quel astuce d'imbécile. Fait que je suis content. Charlotte est aussi une hater de Rudy Gobert comme moi. Fait que on est fait pour aller ensemble. On est officiellement président et présidente du Hate Club contre Rudy Gobert. Mais toujours utile. Même si cette semaine, il s'en fait, c'était juste un petit jab de la part de son compatriote Victor Wembanyama. C'est sûr que c'était un petit peu à l'amicable aussi parce que, Ben oui. c'est des compatriotes français, vont très sûrement jouer sur l'équipe olympienne ensemble. Ouais. Mais Victor Wembanyama qui ne va peut-être pas gagner le prix du joueur défensif de l'année. Souvent, c'est juste qu'on dit, parce que c'est une recrue, tu sais. Mais il va dire en entrevue, tu sais, on peut le donner à Rudy Gobert cette année. Parce que, je vais l'admettre, Rudy Gobert a une saison digne d'un joueur défensif de l'année. Mais Wembanyama, il revient là-dessus et il dit, il peut l'avoir. Mais watch out parce que pour tous ceux-là qui suivent à partir de l'année prochaine, je vais les avoir. Puis c'est dommage parce que Anthony Edwards va le gagner en 2000. Oh, get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Non. Anthony Edwards devrait gagner ça en 2026. Je suis convaincu. Fait que Victor Wembanyama, je suis pas sûr qu'il va tous les gagner pour les années à suivre, mais tu sais, je regarde ça puis je me dis, hey, mais honnêtement, c'est possible. Écoute, je sais que Wembanyama est vraiment bon et tout, puis je suis d'accord comme toi que Rudy Gobert mérite de le gagner cette année. Et puis je pense que c'est pas biaisé de dire ça, je pense que c'est vrai. Non, c'est legit. Pour que je le dise. C'est ça, si Mio le dit, je pense que c'est l'approbation que j'avais besoin. Ultime, C'est ça, c'est l'approbation que j'avais besoin. Écoute, moi, il y a encore une partie de moi qui se dit qu'ils vont peut-être pas le donner à Rudy juste parce que c'est rendu le grand méchant de la NBA puis qu'on... je sais pas à ce point-là, non. Je pense qu'on a tourné la page à 2020, là, honnêtement. Il y a encore une communauté qui déteste Rudy depuis ce temps-là. Fais juste repenser à la journée où il a été échangé au Minnesota. Comment ça s'est fait... Les Timberwolves se sont fait niaiser pendant des mois et des c'est mois. pas de la faute à Rudy Gobert, là. Il s'est fait échanger, c'est juste Minnesota on peut qui aussi aller la fois qu'il a décidé de puncher Kyle Anderson aussi. Je dis pas qu'il est parfait, mais c'est de loin. Si ça allait vraiment juste au mérite, Rudy Gobert aurait gagné ce trophée-là les 8-9 dernières années straight sans jamais le donner à quelqu'un d'autre. En même temps, l'autre bord, t'as Victor Wembanyama, qui est comme la recrue de la NBA, la NBA veut le mettre en valeur et tout. Je sais pas, il y a encore une partie de moi qui se dit peut-être que Wembanyama va le gagner parce que c'est le choix fancy, le choix populaire et tout. Mais écoute, c'est presque sûr que Wembanyama va en gagner de sa carrière. Ce gars-là est une licorne et on le voit, sa première année dans la NBA est déjà dominant défensivement. C'est sûr qu'il va en gagner au moins 2 ou 3. Selon moi, je pense que ça va être assez facile. Mais j'aime ça quand même voir Wembanyama qui grandit en appréciant Gobert et tout. Les deux, on les a vus souvent cette année ensemble. Les deux se respectent beaucoup. Puis Rudy est vraiment un mentor pour Wembanyama. On va espérer que c'est pas un mentor de toucher au micro en conférence de presse. Mais la vidéo YouTube est malade. Mais je trouve ça beau de voir les deux de même qui se pognent un peu, qui se picossent de même. Puis je pense que Rudy Gobert va le gagner et je pense que dans les prochaines années, il va encore le mériter. Mais éventuellement, je pense que la page va se tourner puis que Wembanyama... On n'a pas fini de voir des centres français gagner le joueur défensif de l'année dans la Je pense qu'après celui d'Anthony Edwards, ça va être Wembanyama qui va toutes les gagner. Pour toujours. Pendant 10 ans de suite.
Mais moi, ce que je regarde ça rapidement, puis je me dis, est-ce que peut-être la position au classement va ultimement faire la différence dans cette course-là? Tu sais, Peut-être. je pense que c'est quelque chose qui se fait sur le MVP, par exemple. Tu sais, le meilleur joueur de la meilleure équipe va toujours avoir une meilleure candidature que tout autre dans l'NBA. Que, disons, Mais peut-être le meilleur joueur. Tu sais, c'est le même argument qu'on utilisait contre LeBron James aussi, à part le voters fatigue. Exactement. Mais tu sais, je regarde le defensive rating des Timberwolves du Minnesota. On est premier dans la ligue. On donne 108,7 points par 100 possessions défensives. C'est tellement loin en avant de tout le monde. Là. Genre, la plus proche, c'est 111,4. C'est Boston qui est la meilleure équipe dans la ligue en ce moment. Sérieusement, je vous dis, si vous voulez voir une bonne performance défensive, regardez un match des Timberwolves où le jeu, c'est malade. C'est surréel. Et puis là, Karl-Anthony Towns n'est pas là. Cette défense-là est meilleure avec Karl-Anthony Towns au poste 4. C'est fou. C'est incroyable. Tu regardes ça, San Antonio, qui est 23e dans la ligue à 118 points par 100 possessions, c'est exactement le même ratio que les Raptors de Toronto en ce moment-là. C'est juste pour vous montrer à quel point ça vole pas haut de ce côté-là. Donc, je me dis peut-être que Rudy Gobert, qui est vu comme le leader défensif dans la meilleure défensive de la NBA, je pense que ça peut être quelque chose qui va vendre assurément sa candidature pour un quatrième titre. Ah, puis il n'est pas juste vu comme le leader, c'est incontestablement le leader. Il sort du terrain, c'est une autre paire de manches. Je vous dis, si vous voulez comprendre pourquoi Rudy Gobert est autant le favori, regardez un match des Timberwolves. Vous avez besoin d'un match, je vous jure. Pas plus que ça, vous allez tout comprendre. C'est incroyable. Sa présence intimide les joueurs d'attaquer dans la bouteille. C'est aussi simple que ça. C'est un facteur d'intimidation qui se mesure même pas avec des chiffres. Ça n'a aucun sens. Juste pour terminer là-dessus, est-ce que il y a une réelle possibilité, là, dans l'année de notre saison 2024, que Rudy Gobert gagne joueur défensif de l'année unanimement? Oh, non, il va avoir des votes pour Wemby. Non. Wemby va avoir des votes. Tu penses qu'il va en avoir tant que ça? Moi, peut-être pas tant que ça, mais c'est sûr qu'il y a des votes. La NBA veut le mettre en valeur, puis encore là, je pense qu'il y a des journalistes qui n'ont pas pardonné les instants du micro. Je te dis, ça fait longtemps, puis il y a aussi des journalistes qui veulent tellement que les Timberwolves aient échappé cet échange-là. Hey, on l'a vu pendant des mois, le Walker Kessler avait une bonne saison recrue, puis les Timberwolves avaient fait le pire échange de l'histoire de la NBA. Les gens sont beaucoup plus silencieux en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, pas beaucoup de commentaires sur cet échange-là depuis que Walker Kessler a ralenti puis que Rudy Gobert est devenu ce qu'il était supposé être. Mais c'est un peu comme l'échange, on en avait parlé, je pense, l'échange de Chris Archer, comme quoi les gens veulent tellement que les Pirates aient perdu cet échange-là qu'on monte Tyler Glasnow encore meilleur qu'il est vraiment, puis on a fait ça avec Austin Meadows aussi. Les gens veulent tellement qu'il y ait eu un échange de merde qui arrête pas de monter l'autre bord, puis je pense que Rudy Gobert, on aime ça le garder un peu, le diminuer un peu pour ça. Tyler Glasnow, je sais pas de qui tu parles. Moi, je connais juste Killian Murphy. C'est fou. Ils sont pareils, man. Ça n'a pas d'allure. Excuse-moi. C'est Killian Murphy à 6 pieds 8. Moi, je fais juste dire ça. Oscar winning Killian Murphy. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Quand même, petite mention du côté de la NBA. Les Knicks de New York, en ce moment, vent dans les voiles. On a récupéré OG Anunoby, qui était blessé pour les dernières semaines. Même Jalen Brunson aussi. Finalement, on se réjouit. C'était pas si sérieux que ça, sa blessure au genou. Donc, Brunson qui réintègre la formation. Les Knicks qui sont au passage 15-2 avec OG Anunoby dans la formation de l'équipe. Et aussi, toujours dans l'Est, un petit peu, Pop, tu disais un peu plus tôt qu'on peut rien avoir à Détroit. En ce moment, on a quelque chose, puis c'est comme 4 victoires dans les 5 derniers matchs. Parce que les Pistons... How? Ça s'en vient bien. Je pourrais pas dire. Les Jalen Duren et Cade Cunningham, ça clique. Puis au point même qu'on a dépassé les Wizards. Puis juste une petite mention là-dessus. C'est tellement drôle. On repense à Kyle Kuzma qui tweet il y a quelques mois concernant les Pistons. T'sais, ne soyez pas cette équipe. Ne soyez pas cette équipe qui où tout flambe, tout pogne en feu, rien fonctionne. Puis en ce moment, tu regardes le classement, puis les Wizards ont une pire saison que les Pistons qui ont pourtant ils ont établi le record du plus grand nombre de défaites. 27 défaites de suite! Puis je dis bien puis ça, c'est quelque chose que j'écrivais un petit peu aux boys avec Alioup cette semaine. Tu sais, il y avait vraiment un monde. Puis là, les Wizards, malheureusement, ils ont mis fin à leur séquence de défaites, mais ils étaient, je pense, comme à 17 défaites de suite. Il y avait vraiment un monde dans lequel le record aurait pu être battu 2 fois. Ouais. C'est juste
C'est juste fou, c'est juste ça que je vais dire là-dessus. Hey, Merci les Raptors de Toronto. By the way, merci les Raptors. Hey, petite mention vite là-dessus pour nos amateurs de foot. Puis je viens foot européen parce que on a maintenant les affrontements pour la Ligue des Champions et c'est vraiment du lourd pour ceux qui suivent ça religieusement. On va avoir les 4 quarts de finale qu'on va avoir. On va avoir Arsenal contre Bayern Munich. On va avoir le Real Madrid contre Man City. Le PSG contre le FC Barcelone et Atlético Madrid qui vont jouer contre l'équipe allemande de Dortmund. Écoute, moi, je juste dis, en tant que non-amateur de soccer, le fait que je sois capable d'identifier facilement ces 8 équipes-là, je trouve que c'est un bon signe. Puis d'après moi, ça veut dire que c'est une bonne compétition. C'est tout ce que je veux dire. Ce qui ressort beaucoup, c'est que 3 de ces 4 quarts de finale pourraient très bien juste être une finale. Ça pourrait très bien juste... C'est à quel point c'est des équipes de gros calibre. Puis je regarde surtout du côté de Man City qui ont absolument tout gagné l'année passée, que le treble, donc justement de gagner vraiment dans toutes les ligues d'Europe. Ils sont toujours là en lice pour possiblement remporter la Ligue des Champions. C'est tellement fun, l'argent qatari, hein? Ah non, mais c'est ça. Il y a une raison pourquoi c'est toujours les mêmes clubs en Europe. C'est le fun de l'argent du pétrole, hein? Nice. Eh oui. Ben, oui, c'est un salty fan de Manchester United qui vous parle en ce moment. Manu! Félix, on est rendu... Je te regarde parce que... Je le regarde dans tes yeux, ça a tellement l'air de te tenter. On est rendu à notre moment préféré de la journée, de l'épisode, le perron d'église. Puis je te regarde parce que... Notre petit bébé segment. On a reçu une si belle question d'un ami proche de toi, Félix. Oui, la question qui vient de... Honnêtement, je pensais que tu as posé. Non, je te faisais la passe. Vas-y, Calis. Je vais y aller, puis je vais vous laisser répondre en premier. Jérémy Massias qui nous demande si on pouvait ajouter et retirer un règlement dans quelconque sport, lequel ce serait et pourquoi. Mio, je veux t'entendre en premier là-dessus. Donc là, on dit un sport. Un sport. Ça tu peux retirer, il faut que tu ajoutes et que tu retires un règlement. OK. Ajouter, c'est pas tant un règlement, mais c'est une structuration, une manière de faire les choses. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et je veux qu'on enlève ça. C'est comment le système de classement pour les séries éliminatoires est conçu dans la Ligue nationale de hockey. Facts! On peut-tu l'enlever? C'est la 15e fois que je le dis, puis je sais que ça va pas être la dernière, mais est-ce qu'on peut enlever le positionnement de le premier dans l'Atlantique, 3e ici, 4e là, 5e, équipe propre. 1-8, s'il vous plaît. En tout cas, le format de classement est correct, c'est le format des séries éliminatoires que tu veux. Ouais, du 1 contre 8, du 2 contre 7. On se facilite tellement la fucking vie. Ouais. Les fans des Maple Leafs de Toronto qui font un PTSD quand ils se rendent compte qu'ils vont devoir encore affronter les Bruins de Boston au premier tour. Mais tu sais, ce que je veux dire, par exemple, sur le système actuel, le système actuel serait bon si la Ligue mettait de l'accent sur les matchs de division. Mais là, il n'y en a pas. Les Canadiens affrontent Boston 3 fois par année, puis on affronte Anaheim 2 fois par année. Je veux dire, les matchs de division n'ont aucun impact. Fait que pourquoi on met autant d'accent sur ce format-là en série? C'est ça que je comprends, puis c'est pour ça que je suis d'accord avec le 1-8 aussi. À un moment donné, il faut décider, est-ce qu'on veut mettre l'accent sur les divisions ou est-ce qu'on veut mettre l'accent sur toute la ligue? Je trouve qu'en ce moment, on fait comme un peu des deux, mais ça ne donne rien. J'aime pas le format qu'on a en ce moment. Attends, est-ce que tu es en train de me dire que la Ligue nationale est dans une crise d'identité, donc elle n'a aucune réponse? Non! Ça ressemble à ça. Non. Ça ressemble à ça. Puis, et je vais y aller vite. La règle que je rajouterais, ou qui est aussi une élimination de règles, ça risque d'être scandaleux. Mais, okay. Je suis prêt. Marquer un but avec son patin, là, ça devrait être correct. Oui. Même si tu kicks la rondelle. Tu pourrais kicker la rondelle en dedans, t'aurais pas... Le patin sert... Le patin a une même valeur de but que le bâton, mettons. Mais oui. Hey, mettons, là, c'est pas tout la même chose, mais mettons, tu sais, mettons au football, là, tu marques un toucher que tu l'attrapes avec tes pics. Mettons, tu attrapes le ballon entre tes deux cuisses, que tu attrapes un ballon sur ton casque. Le ballon est attrapé. OK.
Tu casses le jeu pas ça. avec ton patin. Tu sais, peut-être avec la main, je suis pas prêt à le dire parce que ça, c'est quelque chose qui est sacré. C'est comme au soccer. Tu utilises littéralement tes pieds pour ça, mais marquer un but avec le patin, là, honnêtement. Là. Tu sais, puis même, on est un peu plus lousse là-dessus à dire, pouvoir être capable de juger maintenant, c'est peut-être intentionnel ou pas. Intentionnel ou pas, je pense que un but pour moi, c'est un but dans cette optique-là. Là. Écoute, juste le temps qu'on sauverait sur les reprises vidéo, j'approuve ce règlement-là. J'approuve ce règlement-là. Comme ça, je vais arrêter d'entendre à la télé ou à la radio au but qui va suivre le but refusé. Et celui-là, il est bon! Je suis plus capable de ça. Ah, celui-là, il va pas être refusé. Je peux mettre 5$ que ça arrive à chaque fois. Ah, ok, certes, la cote va être basse pour ça, mais je peux parier qu'à chaque fois qu'un but est refusé, le suivant, le commentateur va dire et celui-là, il est bon. Voici ce que je vais rajouter. Moi, je vais rester dans le hockey. Je vais rester dans le hockey. Pour le règlement, c'est facile comme tout parce que c'est possiblement dans les 4 sports nord-américains le règlement le plus stupide que tu peux trouver. Les assis de trapézoïdes en arrière du net qui pensent que les gardiens ne peuvent pas faire une passe en dehors de ça. Sacrez-moi ça dehors. Je comprends le règlement qu'un goaler peut pas traverser la ligne rouge là, parce qu'à un moment donné, c'est... Mais tu sais, tant que ça reste dans la zone, moi, Martin Brodeur, qui est un 3e défenseur puis qui fait une bombe à l'autre bout de la glace pour envoyer 40 breakaways. Oui. C'est tellement un règlement stupide. Hey, ça me fait juste rappeler parce qu'à soir, je vais voir du Midget 3. C'est supra-méga con. Mais tu vois, c'est supra-méga con dans le sens que Hockey Québec, l'arrêt du trapézoïde n'existe pas, mais t'arrives dans le junior majeur, là, ça existe. Fait que t'as tout le temps un bal de genre dans les 3 premières semaines de la saison dans Q qu'un goaler de 16-17 ans pense encore qu'il peut faire une passe, mais qu'il va pogner une punition à cause du règlement de trapézoïde. Il a dit supra-méga con. Supra-méga con. Hey, supra-méga con, ça s'en va dans mon vocabulaire pour l'année qui s'en vient au complet. Hein. Je vous l'offre. Allez-y, répandez la bonne nouvelle. Hey, non, mais honnêtement, supra-méga con, ça sonne comme un enfant de 9 ans qui est vraiment fâché contre quelque chose puis qui se dit « Ouais, mais c'est supra-méga con ton règlement. » Hey! Pour une fois que ça va me faire paraître un peu plus jeune, pour une fois, je vais le prendre. Non, mais c'est pas parce que ça sonne aussi comme un vieux qui essaye de se des jeunes, fait que tu t'en sors pas plus. Bref, le règlement que je veux voir ajouté, et ça, c'est pas moi qui est venu avec ça, c'est quelqu'un sur Twitter. Je vais le voler, mais je m'excuse, mais je sais plus qui l'a pensé, mais moi, je veux voir, et là, on l'a vu comme la semaine dernière, moi, je veux voir un gel de transactions une semaine avant la date limite. Ok, genre un genre de merteau, tu peux dire? Annoncez rien. Préparez vos affaires. Prenez la semaine, mais annoncez rien. Et la journée, le trade deadline du 8 mars, annoncez tout. Ok, mais tu fais quoi, mettons, que quelqu'un est échangé le samedi, puis l'équipe a une game le mardi et le jeudi? Tu peux pas jouer? Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Figure it out. Ça, moi, j'ai volé de quelqu'un qui a soumis l'idée, mais fais juste imaginer à quel point ça rendrait la job de journaliste à la télé vraiment chaotique, mais au moins, ça serait relevant. Hey, écoute, mais c'est drôle parce que cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui a proposé quelque chose dans la NFL, ça m'a vraiment fait rire, ça me fait penser à ça. Lui proposait que le free agency dans la NFL, les joueurs autonomes, personne ne dise rien. Fait que comme ça, t'arrives, premier match de la saison, le monde sont dans les estrades, puis là, mettons, imagine que t'es un fan des Eagles, ok? T'arrives, t'es assis dans ton siège, ok? Puis tu regardes, puis tabarnak, c'est Saquon Barkley. Puis, tu sais, tu réalises tout ça le jour du premier match de saison. Tu réalises c'est qui les gars qui sont arrivés. Ce serait hey, sérieusement, imaginez les fans des Steelers, ok? Qui arrivent, qui s'attendent à voir genre Kenny Pickett, Mason Rudolph, ok? Qui regardent, ils disent, est-ce que c'est Russell Wilson? Puis ils regardent sur le banc. Tabarnak, c'est Justin Fields. Tu sais, ce serait vraiment, vraiment drôle. Hey, c'est Patrick Queen qui est sur le terrain? Oh my God, yes! Oh my God, on est Patrick Queen! We're so back! Écoute, moi, je vais y aller un peu avec... je vais aller dans le basketball pour les règlements que je changerais. Le truc que j'ajouterais, c'est la ligne de 4 points.
Je trouve que ce serait vraiment nice. Je trouve que ce serait nice une ligne de 4 points. Tu la mets où? Mettons combien de pieds derrière la ligne de 3 points? Oh, boy. Ouf. Est-ce que tu rends ça vraiment... Est-ce que tu rends ça facile? Est-ce que tu mets la ligne de 4 points, le half-court? Je l'ai, boss. J'aime ça, le milieu de terrain. Ça, c'est malade. Moi, je l'ai, puis j'ai comme le script qui me joue dans ma tête, là. Après que Steph Curry ait pris sa retraite, on va introduire la ligne de 4 pieds au Curry Range. Ce qu'on surnomme le Curry Range. Ouais. Genre un genre de 3-4 pieds en arrière de la ligne de 3 points. Ah ouais. Oh, OK, oui. j'aille pas ça. J'aille pas ça comme idée. Et le truc que j'enlèverais, modifierais en tout cas, retirerais/modifierais les fins de match au basketball. Oh my God! C'est interminable. Amenez-moi le Elam Ending le plus vite possible. Pour ceux qui ne connaissent pas le Elam Ending, OK? Oh my God. Pour faire très simple, à un moment donné, je pense que le 4e quart dure 8 minutes à peu près. Il dure un petit peu moins de temps que les autres. Et quand ce temps-là finit, l'équipe qui est en avance, on ajoute 12 points au score qu'elle a et ça devient le score cible. Et là, les deux équipes doivent atteindre le score cible pour gagner le match. Comme on voit avec l'Alliance. Dans la Ligue canadienne. Oui, ça se voit aussi avec l'Alliance. C'est vrai, c'est là que ça se voit dans la LECB. Imaginez, là, pensez hier soir, le match entre les Warriors et les Lakers, ceux qui ont écouté ce match-là, OK? Je pense que, si je ne me trompe pas, il y a eu 3 secondes de jeu en 15 minutes de vrai temps. C'est épouvantable. Puis je comprends que c'était pas juste à cause des fautes et tout, il y avait des problèmes techniques et tout. C'est interminable, un match. Imaginez, là, on enlève toutes les fautes stupides, là, toutes les « Ouais, ben, je t'ai accroché pour que tu ailles prendre des lancers francs, puis après ça, on va essayer de tirer un 3 points, puis après ça, on va le réussir, puis on va te redonner une faute. » C'est interminable. Il n'y a pas de momentum au fin de match. Ça ne finit plus. Amenez-moi le Elam Ending où est-ce que là, tout le monde joue tout le temps. Il n'y a pas de raison de donner des points à ton adversaire parce que tu veux atteindre le score cible à la fin. Donnez-moi ça. Arrêtez-moi toutes ces timeouts. J'ai pas de problème avec les timeouts, c'est les fautes interminables, il n'y a pas de momentum. Les reprises vidéo! Les reprises, c'est long, ça finit plus. Come on, on roule si on veut un Elam Ending, pas de niaisage de « Oh, arrêtez tout le jeu sans prendre des lancers francs. 15 minutes, 15 secondes, dribble son ballon, lance son ballon, on va donner des petits tapes, reprend le ballon, lance son autre ballon, donne ses petits tapes, retourne en défense, fait une passe. C'est interminable, ça finit plus. Puis tu sais, on le voit hier à quel point ça tue tout le momentum. Félix, oui. Je te propose quelque chose, OK? Tu me dis ce que tu en penses. Vas-y. 2 dernières minutes d'un match d'NBA, comme un peu 2-minute warning au football. T'enlèves les lancers francs dans les 2 dernières minutes d'une game. Mais il y a pas de... Fait que là, tu peux faire des fautes sans jamais arrêter. Ça, c'est... Encore là, ça, c'est plus mon département. Moi, je soumets, vous vous débrouillez avec ça. Je suis pas prêt à aller là. Non, mais... Ok, désolé. Tu fais une faute, la possession va à l'autre bord. Non, ça marche pas, il y a quand même le shot clock. Non, ça marche pas. Mais il y a une idée là, mais le Elam Ending, je trouve que ça règle tellement de problèmes. Puis je trouve qu'il y a une raison pour laquelle il y a une popularité avec ce système-là. Puis amenez-moi ça. Je suis plus capable d'écouter des fins de match qui durent. Hey, des fois, à la fin d'une game, mettons, je me commence une game qui finit à 8-9 heures. Okay, là. Il est rendu genre 11h30. J'ai juste envie d'aller me coucher parce que la game a fini plus. Faut que je me lève le lendemain. Mais là, il reste 1 minute à la game, je vais pouvoir la finir. Une demi-heure plus tard, il reste 20 secondes, je vais essayer de la finir, ça finit plus. C'est comme au football, quand tu dis, je sais pas, il reste genre, il reste 4 minutes, mais toutes les équipes ont les 3, on leur prend encore 3 timeouts. Hey, une fin de game au basket, c'est simple, ok? T'as 2 possibilités. Soit que c'est un blowout, fait que ça roule super vite, ou que c'est une game serrée, fait que c'est interminable parce qu'il y a des fautes, puis il y a une équipe qui essaie de finir et de remonter. C'est ça les fins de game, c'est plate. Faut travailler Exactement. Ça. La prochaine question nous provient d'Instagram avec Vincent Lefebvre, shout-out Vincent, qui nous demande si le Canadien était pour repêcher 7e ou 8e, ce qui risque quand même fortement d'arriver. Qui est le joueur que l'on repêche? Les boys, je veux vous entendre là-dessus. J'aime tellement cette cuvée de repêchage-là parce que j'allais dire Cole Hazelman. Macklin Celebrini sont premiers. Le débat est réglé depuis plusieurs semaines. Mais à partir même de la 2e position, c'est le bordel. Tu peux avoir un clusterfuck de genre 8 candidats, de genre 2 à 10, tu peux avoir 1 million de possibilités. C'est absolument incroyable. Tu as 4 défenseurs qui vont être des super vedettes dans cette ligue-là, qui vont jouer ça première. Juste dans le top 10, ça va être extraordinaire. Mon choix, par exemple, et ça, c'est mon choix sentimental un peu parce que
je doute que ce joueur-là va être disponible à 7 ou 8. Moi, je pense qu'il va être sorti dans le top 10. Ça va être Berkeley Caton, qui joue avec les Warriors, les Chiefs de Spokane dans la Ligue de l'Ouest. Capitaine d'équipe Canada Junior au tournoi des moins de 18 ans. Vient de faire une saison de 100 points. Littéralement 100 points cette année dans la Ligue Junior de l'Ouest. Le discours un peu qu'on sort du côté de Berkeley Caton, c'est que c'est un gars qui joue extrêmement beaucoup de minutes avec Spokane, ce qui fait en sorte qu'il a le temps vraiment d'accumuler le plus de points qu'il peut à sa fiche personnelle, ce qui est peut-être au prorata avec d'autres espoirs, aurait peut-être un peu moins de points. Discours qu'on entend un peu, mais on veut un centre, on veut un attaquant du côté de Montréal, c'est ce qu'ils ont besoin. Le gars est déjà capitaine. Tu sais, le Canadien, c'est une équipe qui prône beaucoup la culture, qui prendre beaucoup les valeurs de bons joueurs, de gars bons dans le vestiaire, dans la communauté, Nick Suzuki, des choses comme ça. Puis je pense que Berkeley Caton fit avec ce que le Canadien a besoin et ce qu'il veut. Moi, je vais être je suis le premier à dire que j'espère que le Canadien va repêcher un attaquant. Parce que j'étais contre le choix de David Reinbacher parce qu'on avait besoin d'attaquants. Puis encore aujourd'hui, tu regardes... Puis on savait que 2024 serait un repêchage de défenseurs. C'est ça, exactement. Puis tu regardes, et quelle surprise, tu as genre 4-5 défenseurs qui vont sortir top 10. Mais là, on peut dire, là, c'est fait là, pour la défensive du Canadien. Là. On l'a, notre pool de prospects. Hey, Mio, je suis content que tu me dises ça parce que je vais peut-être te surprendre. Tu sais, puis tu vois, tu t'as parlé de 4-5 défenseurs, c'est sans compter qu'il y a un an, tout le monde voyait Aaron Kiviarju sortir top 10, il sortira même pas top 10. C'était quasiment le numéro 1 de beaucoup de monde, puis là, il sortira même pas top 10. Que ce soit Ivan Demidov, que ce soit Berkeley Caton, que ce soit Konsta Elenius, que ce soit Kaden Lindstrom ou Macklin Celebrini, si on a le premier choix, évidemment, je serais content avec chacun de ces gars-là, OK? Mais il y a un nom. Si on est pour prendre un défenseur, il y en a un qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Zane Parek. Zane Parek, pour vous donner une idée... Moi, pour vous donner une idée, j'adore Lane Hudson et un peu dans le même moule au New Jersey, il y a Seamus Casey, okay, qui est un peu le même genre de défenseur hyper offensif et Seamus Casey est droitier. Un espoir que j'adore avec les Devils, ok? Zane Parek, c'est, dans le fond, c'est un peu la même histoire, mais plus grand que Lane Hudson et plus costaud. C'est un défenseur extrêmement offensif et tout, et ça ferait du bien à cette équipe-là, et je vais même aller plus loin. Si le Canadien prend Zane Parek au prochain repêchage, je serais content. Mais pour moi, ça voudrait dire qu'il faut échanger Logan Mailloux pour aller chercher un attaquant avec Logan Mailloux. Je pense que je vais te rajouter, si on repêche Zane, est-ce que tu vas même pour échanger peut-être même David Reinbacher? Je donnerais Mailloux pour la seule raison qu'en ce moment, la valeur de Mailloux est, selon moi, plus haute parce qu'il vient de connaître une grosse saison à Laval et Reinbacher vient d'avoir une saison difficile en Europe. Pour moi, en ce moment, je pense que tu peux avoir plus pour Mailloux que pour Reinbacher. C'est pour ça que j'échangerais Mailloux pendant que sa valeur est au plus haut. Mais si on, à offre égale, je sais pas, j'échange qui. Mais je pense que j'échangerais Mailloux. Mais je pense que le Canadien serait plus porté à échanger Mailloux parce que c'est pas Kent Hughes qui l'a repêché, c'est Marc Bergevin. C'est de l'ancienne direction. Et on vient d'investir un choix 5e au total dans Reinbacher. Je pense qu'on voudra pas l'échanger après. Moi, Félix, m'a le réglé ton problème. D'échanger Mailloux pour un attaquant de ça. On va juste repêcher un attaquant. Puis moi, j'en ai... Ça aussi. Comme je te dis, ça me dérange. Je serais heureux qu'on repêche un attaquant. Mais s'il aime Zane Parek, échange-moi Logan Mailloux. Et moi, je dis l'attaquant que le Canadien de Montréal va repêcher au 7e / pas de vrai, rang, va repêcher. Va repêcher. Quelqu'un qui va venir marquer des buts. Parce que Dieu sait qu'il y a des buts qui ont besoin d'être marqués à 5 contre 5. Et j'ai nommé 6 foot Cole Caulfield, littéralement américain, Cole Iserman. Je veux dire, Cole Iserman, 24 buts cette année en 20 matchs avec le programme national américain. L'année dernière aussi, 28 buts en 32 matchs avec l'équipe nationale américaine. Il va littéralement juste être un merchant à marquer des buts. C'est ça que je veux sur potentiellement une ligne avec peut-être éventuellement un Kirby Dach, peut-être quelqu'un qui va savoir jouer super bien avec Dach, qui va lui servir juste des petites passes à gauche et à droite, marquer des buts. Besoin surtout d'ailier aussi, parce qu'au centre, pour l'instant, on a quelque chose, on a du solide. C'est les ailiers quand... Puis là, j'ai dit ça, puis c'est genre son 2 semaines qu'il joue bien en ce moment, mais Yoel Armia, ben, c'est clairement pas les plans du futur, là, mais juste rajouter quelque chose sur l'aile.
Hey, Iserman, il y a un an, c'était la saveur du monde. Tout le monde tripait sur Iserman, marquait des buts et tout. Là, cette année, ça s'est mis à critiquer son jeu, son implication défensive puis son implication dans le jeu en temps normal. Il marque des buts, puis peut-être qu'il est un peu trop passager de temps en temps. Je pense que c'est un profil un peu risqué à Montréal. Puis j'aimerais ça qu'on ait Cole Iserman. Je serais vraiment content, mais tu sais, je regarde Patrick, c'est pas une comparaison parfaite, vraiment pas, là. Mais j'imagine juste Patrick Laine à Montréal, puis je me dis, il y a des bouts où est-ce que il se ferait rentrer dedans. On n'est pas loin avec Iserman. Il se faisait rentrer dedans à fucking Columbus, là. C'est ça, c'est ça. Fait que j'imagine, puis je dis pas qu'Iserman va avoir la même carrière que Laine, vraiment pas. Mais dans le profil des drapeaux rouges possibles, il y a des parallèles à faire, puis je trouve que c'est peut-être je sais pas, je serais vraiment pas contre, j'aimerais ça, mais il pourrait passer dans le tordeur des médias assez vite. Mais le narratif sur Cole Iserman est super intéressant, parce que comme tu dis, je pense même avant le dernier championnat mondial junior, on se demandait McLean Celebrini ou Cole Iserman pour le numéro 1. Oui, et on est rendu au mois de mars. Demidov, c'était le top 3. Avec Ivan Demidov, c'était le top 3. Puis là, on est rendu au mois de mars. Il y a du monde qui sort Cole Iserman du top 12. Là. Mm-hmm. C'est fou. Ça chute comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que les mock drafts, bon nombre des mock drafts que j'ai vus, je pense, l'avaient même 10e au New Jersey. Pour bon nombre d'entre eux que je voyais, là, c'était aux Devils. Hey, excuse-moi, mais imagine Cole Iserman avec Jack Hughes. Imagine Cole Iserman avec Jack Hughes. Des buts seront marqués. Des buts seront marqués. Toujours est-il, on a notre troisième et avant-dernière question qui nous provient de nul autre que le grand producer Oli, qui, on ne l'a pas mentionné pendant le bloc NFL, parce qu'on se gardait ça aujourd'hui, Aaron Donald a annoncé sa retraite. C'est fait, ça fait quelques années qu'on se disait, c'est peut-être après le Super Bowl, après ça on a dit peut-être aller en chercher un autre, mais la saison suivante c'était un vrai désastre, puis après ça l'année passée, on est passé si près de faire un peu plus de bruit durant les séries. Puis là, ben, c'est fait. Puis là, tu vois cette année, dans un moment où on s'y attendait pas, il a décidé, OK, c'est là que je prends ma retraite. Exact. OK, exact. Donc, fine. Producer Ali demande si Aaron Donald est le plus grand defensive tackle de l'histoire de la NFL. Et j'ai quand même pris la liberté de dire aux boys avant l'émission que j'allais me lancer en premier parce que c'est un débat qui, en ce moment, fait ravage au basketball sur l'Internet. À quel point on parle... We're done with the 90s. C'est fini les années 90. On peut pas comparer les époques. C'est difficile. Le jeu est tellement pas pareil. Mais, tu sais, si j'avais à comparer, puis tu sais, je veux dire, moi, mon greatest of all time à la position de defensive tackle, je vais pas dire qu'il serait meilleur peut-être en 2024 qu'Aaron Donald. Il n'y a aucune façon de le prédire. Mais je ne crois pas, pour répondre à la question, Ali, que c'est le plus grand, parce que le plus grand, à mon avis, c'est Mean Joe Green, qui a été sur le steel curtain, sur le rideau de fer des Steelers des années 70. T'sais, cette équipe-là était tellement stack. Jack Ham, Lambert, Woodson, tout le monde était là, mais Mean Joe Green était comme la pierre angulaire de cette défensive-là, le capitaine de cette défensive-là. Un petit peu comme... TJ Watt, oui. Il est encore sur TJ Watt. Le GOAT! C'est le meilleur joueur défensif de la Ligue! Écoute, moi, Aaron Donald, ceux qui nous entendent sur TikTok en ce moment, parce que ça va être un clip, ce que je vais dire là, je suis assez confiant que... Non, je sais. Ça, je pense que c'est un message qui m'est envoyé ici. Là. Je prends note. Allumons les lumières, caméra sur Félix. C'est gros comme texte, ce que je vais dire, OK? Selon moi, Aaron Donald n'est pas seulement le meilleur defensive tackle de l'histoire de la NFL, c'est le meilleur joueur défensif de l'histoire de la NFL. Attention, donne-moi 2 secondes. Non. C'est un peu scandaleux pour dire tu t'en vas où avec ça, mais c'est juste pas assez scandaleux pour dire OK, je t'écoute, je veux ton argument, mais j'ai besoin d'être prouvé. J'ai besoin d'être prouvé. Je vais justifier mon point. J'ai un argument hyper simple pour mon point. OK? Le poste de defensive tackle est extrêmement difficile. La plupart du temps, le profil d'un defensive tackle, c'est un gars qui est dans le centre, qui est là pour arrêter la course, qui est là pour manger les blocs. Okay? Pensez un peu à Vita Vea, qui est un gros bonhomme, qui est surtout là pour manger les blocs à l'intérieur, pour ouvrir le chemin dans le centre. Okay? Aaron Donald, OK? Historiquement, les defensive tackles ne font pas de sac du corps. Ça ne se fait pas. Une dizaine par année, c'est bon. Les meilleurs font une dizaine par année. Aaron Donald, à la position, a connu une saison de 20,5 sacs. 20,5
8.5 sacs en tant que defensive tackle, c'est monstrueux. Et il y a plusieurs saisons à 12-13. Le gars est constamment avec 3 bloqueurs sur lui, réussit toujours à se rendre dans le champ arrière. C'était un joueur qui a tellement dominé les lignes offensives pendant 10 ans de temps à peu près. Pour moi, par rapport à son niveau de performance en lien avec sa position, Aaron Donald est le meilleur joueur défensif de l'histoire de la NFL. Et oui, je suis conscient qu'il y a des Lawrence Taylor, je suis conscient qu'il y a des Deion Sanders, je suis conscient qu'il y a Reggie White! Je suis content qu'il y ait Reggie White, mais Reggie White n'a pas eu la production de sac du corps. Le ministère de la Défense! Oui, mais c'est pas pareil. Il joue pas dans la même position. Puis encore là, c'est tellement dur de comparer les époques. Mais un defensive tackle qui a une saison de 20.5 sacs, c'est monstrueux. Je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est fou. C'est comme si un défenseur marquait 70 buts. C'est ça. C'est un défenseur qui marque 70 buts. C'est surréel. C'est pas supposé arriver. Et Aaron Donald l'a fait. Félix, je vais juste rebound sur ce point-là. Je vais peut-être amener un angle un peu différent là-dessus. Et ça va peut-être résonner dans l'argumentaire de Mio là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas comparer des époques. Ouais. On voit dans l'NBA de 2020-2024, on est en train de voir des joueurs qui peuvent jouer. Le concept de position ne semble de plus en plus abstraite. Et je pense que on est en train de voir dans le côté défensif, peut-être, de la NFL que, on voit TJ Watt, oui, je vais le mentionner, mais il peut jouer plusieurs positions, puis son rôle ne se délimite pas. Est-ce que peut-être un Mean Joe Green qui jouera en 2020 pourrait avoir autant de sacs du corps qu'Aaron Donald? Je sais pas. C'est peut-être le point que je peux aller. Et je vais conclure aussi pour pousser la candidature de Aaron Donald. Puis je pense peut-être pourquoi ce gars-là va avoir une candidature super populaire pour justement ce débat de meilleur joueur à sa position, peut-être même en défensive. Ce gars-là, hors du terrain, a une réputation A+++. Humble, bon dans la communauté, il a tellement fait pour les partisans. Ce gars-là va être un choix populaire, puis je pense que ça va peut-être propulser lui devant peut-être un Lawrence Taylor qui était reconnu pour être un gars un petit peu plus de party, mettons, si on peut dire ça comme ça, tu sais. Aaron Donald, c'est plus un gars du peuple. Ray Lewis pour... C'est ça. Ouais, j'irais peut-être pas là, mais tu sais, Aaron Donald, c'est un gars du peuple. Puis tu sais, un gars comme lui, puis J.J. Watt, tu sais, ça va... Ce genre de choses-là va peut-être les amener à être un peu populaires dans ce genre de débat-là. Oui, complètement. J'entends ce que tu me dis. Dernière question pour terminer l'émission. Et c'est une question très spéciale parce que ça vient de nul autre que Charlotte. Ma Charlotte, La première dame du podcast La Triple Menace, soit dit en passant. LPD, la première dame de La Triple Menace, qui pose la question... C'est quoi votre film préféré? Puis je suis tellement content parce qu'au départ, elle était tellement pas sûre. Elle dit, mais là, je veux juste savoir c'était quoi votre film préféré. Puis j'ai dit, c'est ça le principe. Tu peux nous demander ce que tu veux. Puis on va répondre à ta question, Charlotte. C'est quoi ton film préféré? Puis en plus, j'adore ça parce que c'était les Oscars dernièrement. Puis il y a tellement comme de discours autour de c'est quoi un film préféré entre du monde qui vont dire ben moi j'aime vraiment ce film de 1974 serbo-croate traduit en japonais qui parle de la dualité de l'homme. On voit un homme qui a fait des études en cinéma ici. J'étais pas là pour et qui a côtoyé du monde qui étudie en cinéma. Je dirais surtout que j'ai côtoyé puis je côtoie encore du monde qui étudie en cinéma, mais heureusement, je me tiens avec la bunch qui c'est encore respectable ce que je vais entendre comme truc de cinéma. Là. On parle de films que j'ai envie de regarder. Ça pour dire. Mon film préféré de tous les temps, mesdames et messieurs, j'ai comme un A puis un A 1.1. Un B, mettons? Ouais, un B. Je me parle un peu dans mes mots. Là. Comment ça, on est en fin d'émission. Mon film préféré de tous les temps, c'est The Dark Knight. Donc, le deuxième opus de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Même pas besoin de regarder le premier, mais juste dans le sens que ce qui est fantastique avec les films Batman, c'est que on peut pas s'en tanner parce que il y a tellement cette aura autour du personnage que tous les produits qui vont en sortir doivent d'être des bons produits de cinéma, n'ont pas besoin de fonctionner dans un univers, n'ont pas besoin d'avoir le plus grand humour. On demande juste un bon
film avec du bon travail de réalisation. Et c'est ce que The Dark Knight a amené comme étant presque pas un film de super-héros, mais un film noir. Donc, un film policier, un film sombre. Ça a comme tout de bon là-dedans. Puis oui, il y en a de l'humour. Puis c'est tellement de l'humour pince sans rire avec non seulement le Joker, mais aussi, tu sais, on a une scène à un moment donné des enfants qui font piou, 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 piou devant une voiture. Puis ça donne que t'as la Batmobile qui passe en même temps, puis fait exploser 8 chars en même temps. C'est un film parfait. Puis si j'en avais un deuxième à mentionner, mon 1B, ça serait Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Film qui se passe durant la guerre du Vietnam, mais dont le prétexte, c'est juste, la guerre du Vietnam, c'est juste une enveloppe. Puis c'est juste à quel point le respect pour les réalisateurs de vouloir faire, en fait, les directeurs de vouloir faire un film, peu importe le fucking budget ou peu importe ce qui va arriver, parce que le film a coûté cher. Encore aujourd'hui, Francis Ford Coppola doit rembourser les factures de ce film-là, malgré de nombreuses tempêtes, de nombreux typhons. Et il y a un documentaire qui existe aussi, Heart of Darkness, qui est le processus autour de la création du film, et Heart of Darkness, qui est aussi le titre du livre sur lequel le film est basé. Puis a probablement créé l'une des scènes les plus iconiques de l'histoire du cinéma avec les hélicoptères et la chanson Ride of the Valkyries de Richard Wagner, qui a été réutilisée et réinventée dans tellement de produits. Casper, un film pour enfants, a fait référence à ça avec 3 fantômes qui sortent du plafond et qui chantent la Ride of the Valkyries, tandis que c'est un film clairement pour les adultes. Voici ma réponse. Écoute, je vais rebondir là-dessus. Je sais pas si je vais avoir une réponse aussi longue et détaillée que celle de Mio, mais je vais y aller droit au but. Moi, tu vois, j'ai un A, un B. C'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai un film préféré puis le meilleur film que j'ai vu. Parce que mon film préféré, c'est pas le meilleur film que j'ai vu, OK? Mais mon film préféré. Maintenant, tu me demandes, gun sa tête, si j'ai regardé un seul film pour le reste de mes jours, c'est Slapshot, version québécoise. Oui. C'est sûr qu'il y a aucun doute. Ma tradition, c'est qu'à chaque année, c'est le premier film que j'écoute. Le 1er janvier, j'écoute toujours Slapshot. Ça part bien mon année. Ça me fait rire à chaque fois. Traduit québécois? Ben oui. C'est sûr, traduit québécois. Puis c'est malade. Tout est écœurant dans ce film-là. Chaque fois que je l'écoute, j'ai hâte à l'année prochaine pour le réécouter. J'ai hâte au 1er janvier juste pour réécouter le film. C'est vraiment ma tradition. Puis j'adore ça. Même le meilleur film que j'ai vu, qui est mon deuxième film préféré, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Un autre film que je pense que je pourrais l'écouter 1000 fois, je ne m'étonnerai jamais. Il y a 47 scènes différentes qui me font rire. J'adore ça pour tellement de raisons. Puis, exactement, juste la pochette, je trouve la pochette tellement nice. Puis, je la trouve tellement, tellement cool. Puis, j'aime ce film-là, puis je ne m'étonnerai jamais, je pense. Il y a tellement de scènes iconiques, tellement de moments marquants, puis ouais, Pulp Fiction serait le meilleur film que... Juste avant qu'on lance la pop, parce que j'adore des films de Tarantino, c'est qu'on dirait que chaque produit est comme une lettre d'amour au cinéma, puis c'est là que parle Quentin Tarantino, c'est juste un gars qui travaille dans un blockbuster, genre, puis voilà où il y en est. Une lettre d'amour dans le cinéma noyée dans des scènes violentes le plus possible. Ça, j'aime ça. Moi, je vais vous l'avouer, je suis pas un très grand fan de films. Moi, je suis plus documentaire, série. Et encore là, tu sais, j'ai pas Netflix, j'ai pas Crave, j'ai pas Disney+. Tu sais, YouTube est basiquement ma TV. Basiquement! Et voilà! Mais t'es comme les emo dans South Park, t'es pas un conformiste. Et là là. Quelqu'un qui a grandi en écoutant Fall Out Boy à Musique Plus, ça résonne en moi. Mais écoute, le nombre de films que je n'ai pas vu puis que le monde m'a dit ah, t'as pas vu ce film-là? Je suis en fait non, j'écoute juste pas de film dans la vie. C'est correct, c'est respectable. Fait que un film que je trouve toujours le moyen de manquer à peu près le premier tiers, mais que le deuxième tiers, s'il passe à TV, c'est sûr que je vais l'écouter. C'est Moneyball. Moneyball. Okay. Moneyball avec Brad Pitt, Jonah Hill, tout ça. Tu sais, j'aime le baseball, puis tu sais, ça montre un côté business du baseball qui est quand même le fun. Oui, je sais, il y a des défauts. Tu sais, oui, on pense que Moneyball a amené les A's à 102 victoires, mais ils ont oublié de dire que il y a le MVP puis le Cy Young qui joue dans la même... Et on ne fait aucune mention de Barry Zito et de Miguel Tejada. OK, oui, il y a ce défaut-là. Mais
C'est le fun. Tu sais, comment ne pas être romantique en écoutant Moneyball? Ben, la question se pose elle-même. Mais le film où ce que j'ai le plus apprécié d'écouter, et ça blow mon esprit, ma tête d'enfant de 9 ans, c'est Star Wars épisode 3, Revenge of the Sith, que j'avais vu au cinéma. Et ça just blow my fucking mind quand je l'ai vu la première fois. Je voudrais juste être dans Man in Black, me pointer le laser juste pour que j'oublie, pour que je puisse réécouter Star Wars épisode 3 pour la première fois encore une fois. Une chance que tu mentionnes le fait que c'est quand tu as regardé ça au cinéma, parce que... Oh, écoute, il avait passé une fois à TV, puis je l'avais enregistré sur un VHS quand j'étais équipe, puis je l'ai réécouté une dizaine de fois, là. Oui, encore, je vais faire encore une référence d'homme vieux, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y a du nouveau VHS. Puis Star Wars épisode 3. Non, mais une chance qu'on a un vieux comme ça avec Pop. Mais pour vrai, honnêtement, respect pour Star Wars épisode 3. Gros respect. Meilleur film de Star Wars. Je m'en fous ce que les OLs vont me dire. Wow. C'est là, mais... What the fuck? Meilleur film de Star Wars. Impossible! Je m'excuse à tous ceux qui écoutaient ça en audio parce que ça a dû vous exploser les oreilles. Je vais pas déblatérer, on passe à la fin de l'épisode, on finit ça direct là. T'es bien chanceux que c'est la fin de l'émission, parce que si on va s'en reparler, on s'en reparle bientôt. 4 heures au rack à baisser que je t'attends. Call les tabarnak. Toujours utile, mesdames et messieurs. C'était tout pour la triple menace aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, comme à chaque semaine, vous pouvez nous rejoindre sur les médias sociaux. Donc, page Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous. Et aussi, lorsque on vous envoie aussi la question pour le perron d'église, on vous attend pour venir nous poser ces questions-là. Prochainement aussi, qui s'en vient, March Madness au basketball universitaire. Donc, très hâte de vous parler de ça. Mais Félix, on a quelque chose de spécial qui s'en vient. Oui, on a 2 projets qui s'en viennent. J'en sais un petit peu de... Moi, je vous dis juste, je peux rien dire encore en ce moment, mais la semaine prochaine, la semaine du 24-25 mars, restez... S'il y a des fans de balle, restez pas loin. On a peut-être quelque chose de spécial prévu pour vous autres. On travaille sur quelque chose. On célèbre le début de la saison de baseball. Ouais, le début de la saison, c'est le 28. Peut-être qu'on a pensé faire quelque chose de spécial pour cette semaine-là. On va définitivement fêter ça en grade. Donc, restez à l'affût. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Et ciao, ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.